Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Oh, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles ou quoi? À la radio, à la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc! Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing. Mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est Non. à fond dessus. Ah oui, oui, Arrête. il en parlait aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable. Tout le monde en parle, non? Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle. Alors, tout le monde en parle. Merci. Vous connaissez l'équipe, voici Linda Hardy. Bien. Ouais, quel accueil, Linda, hein, c'est incroyable. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien. Non, attendez, mes enfants sont dans la salle. Ah, ils sont là. Mais moi aussi, je vous aime. Bon, alors, j'accueille tout de suite notre premier invité de la soirée, Dieudonné. Bonsoir. Ça va? Impeccable. Toujours la parka. Toujours parce qu'il fait pas, fait froid en ce moment. Il fait en froid, plus, puis hein. pour bien montrer qu'on Si est... jamais j'ai besoin, Ouais, vous allez voilà. pouvoir me Bien mettre. sûr. Ah. C'est avec C'est plaisir. pas seulement pour ça, c'est aussi pour bien montrer que vous êtes de passage dans l'émission, que c'est pas votre univers, vrai, que vous venez de la banlieue. C'est vrai. Ah, je viens de la province. De la province, je de viens Dreux. de Dreux, exactement. Comment ça va là-bas? Ben, ça va. Marie-France Turbois, tout ça, pas de problème? Oh, bah, il y a toujours un petit peu des problèmes avec ces gens-là. Ouais. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant, hein, c'est toujours un petit peu délicat. Bon, enfin bon, bah, on s'y fait. Hein. Puis ça fait pas près de 200 ans que ça dure, hein, donc on est un petit peu habitué. Un petit peu habitué, à prendre eh. des coups de bâton. Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne peut plus souffrir. Et voilà. Bon, Diodo, vous êtes là pour votre nouveau spectacle qui s'appelle Pardon Judas. Oui. À partir du 17 novembre, au Théâtre de la Main d'Or. Je le jure. Je le jure. Donc on va en parler tranquillement après. Tout à fait. On va essayer de Vous avez pas comprendre froid, comment... non Là, j'ai un peu les mains froides, regardez. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Faites hein. voir, Linda. Je suis très inquiet, là, subitement. Lâchez-moi, Linda, mes enfants sont dans la salle. Bien. Alors, à part Dieudonné, nous recevrons ce soir Clémentine Célarié, Michel Bulté, David Hallyday, Christine Angot, Arnaud Klarsfeld et Audrey Marnet. Voilà. Mais vous savez qu'il est une tradition dans cette émission, c'est de regarder le best-of de l'émission de la semaine dernière. Ça s'appelle, tout le monde en a parlé, Magnéto. Qui préférez-vous, Alexandra Branckerts ou Carole Rousseau? Il y en a une qui m'a lancé des horreurs, c'est Alexandra. Ouais. Elle a balancé comme ça dans la presse alors que j'avais rien demandé. Vous préférez Carole Rousseau? Elle peut être vraiment casse-burne pour les. Alors là, c'est trop, là. Non, non, coupez. Est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez emmener ou ça vous a à la chasse. Pour lui expliquer ce que c'est la chasse. Oui, Deux par cartouches. exemple. Oui, Imagine, t'as 2 cartouches à tirer, dis un prénom. Donnez-nous un nom. Elisabeth Guigou, par exemple. Ah, Elisabeth Guigou. Oui. Elle est pas mal, Elisabeth Guigou, Elle non? est séduisante. C'est qu'elle est protégée, hein. T'as pas la tirer de mai à septembre. Alors Valérie Payet, elle a dit, à 29 ans, on peut pas dire, tiens, je vais me goinfrer le pépère. Roselyne. À 60 ans, on peut pas dire, tiens, je vais me payer la petite non plus. Hein, parce que... Vous avez tous plus de 40 ans, donc... C'est ça, parce qu'on est vieux. Non, non, c'est pas ça, mais je veux dire, Elles on sont peut pas... salopes, quand même. Ah, tu vois, de jeunes, on n'a pas on n'a pas parlé des quotas de jeunes. Il faudrait... Vous savez comment les Guignols vous caricaturent avec Paola, tout ça? Je trouve simplement que c'est un peu dégoûtant, d'une certaine manière, de me faire passer pour un maniéré, un précieux et un type qui se... Et un Pardonnez-moi. éjaculateur précoce. Oui, Ça, d'abord c'est qui se vraiment branle dégueulasse. sur les jambes des rois. c'est nul. Je trouve que c'est toujours la même chose, c'est Oui, mais toujours la c'est même peut-être un image. peu l'image que tu donnes. Hein. Non. Là, il te traite de tarlouse. Hein. Enfin, je veux dire, Non, non. C'est marrant, Ça vous plaît, hein? ouais, on se voit sous tous les angles. C'est bien, Là, hein. je vous vois. C'est bien. C'est Et c'est super. comment, alors? Là, je Attendez, suis je vais de vous profil. regarder, moi. Et on voit que j'ai une Ah oui, je cicatrice vois. là sur le crâne. Non. Là, si vous voyez, regardez. Ah oui? Ouais, vous avez vu ça? Ah oui, c'est vrai. Serge, il est bien ton plan. C'est vrai, c'est vrai. regardez. Reste là-dessus, Serge, c'est bien, on sait pas ce que c'est. Alors...
On va faire un jeu concours. Donc vous êtes chez vous, vous regardez la télé, vous appelez France 2 et vous dites ce que ça représente pour vous. Moi j'ai mon idée, mais je ne le dirai pas. Voilà. Bon, Dieudonné, on bosse un peu, Dieudonné? Il a pas envie. Ah, on bosse un peu, il n'a pas envie. Non, mais tout à fait Thierry, on est là pour ça et c'est vrai que vous êtes payé pour ça. Eh oui. Moi je suis par contre de toute façon complètement bénévole dans cette soirée, vous êtes au courant. Bien Et entendu. ça c'est normal, c'est pour mon public, c'est pour Voilà, la vous France. pouvez l'applaudir. Je vais même en rajouter une petite couche. Ça, c'est si des fois vous n'aviez pas applaudi. Bon, alors. Eh oui, c'est la télé, c'est un boulot d'enculé. Bon, alors. Le 17 novembre 1999. À Paris. À Paris, nouveau spectacle de Dieudonné qui s'appelle Pardon Judas au Théâtre de la Main d'Or. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le Théâtre de la Main d'Or, c'est un théâtre que vous allez gérer, c'est votre... C'est ça, nous sommes locataires des murs, des 4, enfin il y en a 6 murs qui sont avec un toit, un plafond bien sûr, et un sol, sans quoi ça serait évidemment bien délicat de jouer, une scène, et puis un public. Mais il y a tout. Alors c'est votre second spectacle en solo, le premier s'appelait Dieudonné tout seul, hein, Ouais. après votre séparation d'avec Kelly, qui est quand même... Il faut dire que Dieudonné tout seul a quand même tenu 6 mois au Palais des Glaces. C'est vrai. C'est pas rien. Il faut l'applaudir. Hein. Ensuite, il y a eu le Casino de Paris, il y a eu l'Olympia, 100 dates en France, et je compte pas les pays francophones, C'est vrai. la Suisse, la Belgique, etc. Voilà. Alors parlez-nous de Pardon Judas, parce que la question c'est en fait que vous posez, Ouais. c'est pourquoi n'a-t-on jamais accordé le pardon à Judas? Ben oui, c'est ça, ouais. Oui, mais pourquoi alors? Bah, moi, j'ai pas. Enfin, je pense que j'ai un bribe d'explication. J'ai travaillé sur ce texte, donc j'ai essayé d'avancer un petit peu. J'avais jusqu'à présent mon univers, c'était le social, c'était ce qui se passait dans les quartiers. Et puis donc doucement, en travaillant, je me suis dit pourquoi il y a autant de problèmes de racisme et de xénophobie. Et donc je me suis interrogé sur les valeurs, sur la conscience, sur la morale, et je me suis aperçu que bien souvent c'était les religieux qui détenaient un petit peu le. Enfin, c'est eux qui apposaient leur cachet sur les bonnes ou les mauvaises Oui, c'est valeurs vrai. ou les mauvaises morales. Et donc, ben voilà, j'ai fait une petite étude rapide et puis je me suis aperçu que oui, il y avait ce personnage de Judas. Pourtant, j'ai été élevé avec la méthode catholique, quoi. La méthode catholique. Oui. C'est oui, c'est la méthode Bah catholique. oui, il y a un petit bouquin, ça, il suffit Ah de oui, suivre un bouquin, petit peu. c'est vrai d'ailleurs, oui, tout à Et, fait. Le manuel. Ouais, donc on me l'a, enfin, de Petit force, hein. catéchisme, on l'a fait un peu rentrer de force peut-être, non? Oui, j'y allais pas en chantant, mais Ouais. donc j'ai chanté un petit peu quand même là-bas, et puis donc j'ai appris d'ailleurs. Hein, je vous salue Marie, sur un arbre de perché. Ah mais il s'en est bien souvenu, hein. Ah mais c'est bien. Non, votre question c'est pourquoi est-ce qu'on accorde le pardon à d'autres et pas à Judas? C'est vrai que Oui. Judas reste l'éternel traître Ouais, impardonné, impardonnable. alors que moi, je pense que c'est plutôt les autres qui ont trahi par leur action. Ensuite, la parole du Christ, et je trouvais que c'était important en arrivant à l'an 2000. Là, C'est ça l'histoire, ça c'est bien. Oui. En fait, ce que vous dites, c'est que Judas, il a trahi effectivement, mais que Jésus a été beaucoup plus trahi par la suite que par Judas. En gros, c'est ça. Oui, et puis je pense même, est-ce qu'il a été vraiment trahi? Peut-être que finalement, Jésus a demandé à Judas de le trahir Mais simplement. sinon, il n'aurait pas été crucifié. Alors il y avait peut-être effectivement cette fin qu'il souhaitait comme ça. Alors bon, là on se lance dans une sorte de théologie baroque. Je n'irai pas jusque là. Moi je suis un humoriste, un faiseur de chimères. Enfin tout un hein, je fais des. Enfin bon bref, je fais un peu ce que je veux. Vous voulez poser une question? Oui, Lina est-ce qu'il y a des choses qui sont impardonnables pour vous? Parce que par exemple, vous pardonnez à Judas, pourquoi ne pas pardonner à d'autres? Pourquoi pas À qui? pardonner à Papon, par exemple? Je pense qu'il faut pardonner. C'est un travail à faire. Je pense, encore une fois, faire partie, encore une fois, d'une communauté qui doit pardonner beaucoup aussi. J'en parle souvent parce qu'évidemment, on est très peu nombreux à s'exprimer, même On sur va le en parler, service public. justement. Ouais. Donc, je pense que déjà, pardonner à l'agresseur, celui qui, il y a 150 ans, mettait les chaînes, donnait les coups de fouet, violait les femmes, hein, c'était un rite tous les dimanches après-midi, l'esclave blanc se choisissait une dizaine de culs noirs. maintenant, en même temps, on fait la course. Tu Dieu te mets d'eau. là à l'autre bout, le premier qui arrive. Tiens, Ardisson, vas-y, à toi. Oh non, du non, non. Allez, quoi, merde. Vous avez vu Thierry, vous c'est oh non, non, non. Il est sympa. Remarquez, maintenant, les gens, J'ai ils fait sont... quand même, oui, je l'ai mis dans une Ah, c'est position bien. un peu de faux cul. Moi, j'étais j'étais sûr que vous ne vouliez pas y aller. Bon, dites-moi alors, Dieudonné, effectivement, vous êtes occupé des banlieues, des sans-papiers, des sans-logements, de l'écologie, de la politique sociale, au risque d'ailleurs de casser votre image. Et quand on vous interroge là-dessus, vous avez une réponse qui est tout à fait honnête, en disant, vu la place que j'occupe, vu la situation où je suis, les jeunes ne comprendraient pas que je ne le fasse pas.
Alors, c'est pas aussi... c'est pas une stratégie de développement dans une quête de pouvoir, puisque mon parti, moi, c'était les utopistes. Les utopistes. C'était vraiment histoire de marquer le coup, se présenter à Dreux et montrer que l'essentiel et le moteur de la politique, c'est l'utopie. C'était perdu d'avance, mais c'est encore plus beau quand c'est comme ça. L'utopie est à notre époque ce que le gourdin était à la préhistoire. Oui, c'est possible. C'est vous. Oui, oui. C'est possible, ça me paraît... Une belle phrase, non, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que c'est effectivement l'outil qui va nous permettre, à mon avis, de canaliser un petit peu certaines énergies et puis d'avancer, parce que en fait, le moteur de chaque projet, c'est le rêve d'un projet, d'aller sur la Lune, c'est une utopie. Je pense qu'il y a quelque temps, d'ailleurs, l'Église aurait brûlé l'homme qui avançait ce genre de propos. Elle a brûlé beaucoup de personnes. Hein. Ouais. Il y a une nouvelle cause qui vous occupe aujourd'hui. Je vous avais invité pas l'émission de la semaine dernière, dans celle d'avant. Donc on voulait parler avec Alix Beyala et on voulait parler, vous, donc, du collectif Égalité, qui est une cause tout à fait louable. Merci. Non, mais bien entendu. Qui est de dire qu'à la télévision, aujourd'hui, dans les médias, il y a beaucoup plus de blancs que de noirs, et il n'y a même pratiquement pas de noirs, parce qu'on avait invité Charlie de Charlie Lulu. On avait oublié Karine Le Marchand de France 2, mais enfin voilà, c'est vrai qu'il y a très peu de gens de couleur à la télévision. Alors, on va regarder ce qui a été dit dans cette émission. D'accord. On va commencer par Sébastien. Parce que vous m'avez dit je viens pas parce que Sébastien, on va voir ce que dit Sébastien, et ensuite on va voir qu'Alix Beyala, Magnéto, Serge, s'il vous plaît. Que ce soir dans cette émission, j'avais invité Dieudonné, et il a téléphoné avant l'émission en disant s'il y a Patrick Sébastien, je ne viens pas. C'est possible. C'est quelqu'un que moi je respecte, j'ai rien de précis. C'est quelqu'un qui m'a toujours attaqué, je sais pas pourquoi. Enfin, tant qu'il est venu faire ses sketchs au début avec Ellie dans mes émissions, c'est vrai. Je me suis fâché avec lui pour une raison claire, c'est qu'il y a des choses à la télé qu'on ne fait pas, que tu connais par cœur. C'est-à-dire que tu dis pas à des gens, des producteurs de télévision, quand tu dois venir faire l'émission le soir, en milieu d'après-midi, finalement, je viens, mais ça va être tant d'argent. Ah oui. Moi, un jour, je l'ai écouté dans un interview qui disait Sébastien ferait le finir au lance-flamme. Alors déjà, il faudrait qu'il vienne me le dire à moi. Il aurait eu l'occasion de venir ce soir. Qu'il vienne me dire gentiment à moi pourquoi il faut me finir au lance-flamme, ce que je lui ai fait, en quoi je suis différent de lui. Parce qu'apparemment, il me tolère pas. De toute façon, on va lui rediffuser, on lui rediffusera l'extrait et il répondra. Vous écrivez quoi? Personnellement, moi, je lui en veux pas. Mais moi non plus. Quand on vous demande... Puis en plus, il a beaucoup de talent. Non, parce qu'il y a déjà Dieudonné qui n'a pas voulu venir à cause de Sébastien. Si vous partez à cause de Calixte... J'ai toujours un peu peur quand je la vois parce qu'elle sort des grosses conneries, alors ça me met de mauvaise humeur. Bon, écoutez, Michel... Je me rappelle que vous étiez venu un jour à une émission sur TV5, où vous nous avez expliqué que vous étiez contre la contraception pour les Noirs, parce que c'est une façon de faire un génocide des Noirs. Ça m'a tellement exaspéré que depuis, je ne veux plus vous entendre donner vos opinions. Elle était contre la contraception pour les Noirs. Je vous écoute dire des conneries depuis tout à l'heure, je ne dis rien. Et j'espérais que vous allez vous taire. Pas mal. Moi, je suis enfant de divorcé, je supporte pas que les gens crient. Je suis enfant de divorcé, moi je supporte pas que les gens s'en... Je suis noir, je suis à... je suis à la télévision. C'est bizarre, hein, ce truc qui revient tout le temps. Je suis pas rentré très facilement. Le combat de Calixte, moi je le partage pleinement, évidemment. Je serais totalement cinglé de ne pas le partager. Je suis noir à la télévision, effectivement, on n'est pas beaucoup. Voilà, c'était dans Tout le monde en parle il y a 3 semaines. Répondez, je crois que... C'est vrai que Charlie, c'est important ce qu'il dit. Lui, il connaît bien le problème, et c'est vrai que le fait qu'il rejoigne ce collectif, ça a une valeur, évidemment, une charge importante. Et par rapport à Patrick Sébastien, c'est délicat. Moi, je vous avais demandé est-ce qu'il sera là, parce que je pensais que ici, c'était pas vraiment la meilleure tribune pour moi, pour m'expliquer sur quelque chose qui touche à l'émotionnel. Je pensais que c'était différent du spectacle et de cette mise en scène qui me paraît intéressante pour venir parler de mon spectacle, mais je ne pense pas que vous soyez le spécialiste en fait de la cause noire dans ce pays, et donc je ne suis pas spécialiste, mais je vous signale quand même un truc, c'est que le seul qui a fait des talk-shows sur le collectif Égalité depuis un mois à la télé, c'est moi. Oui, mais moi j'ai peut-être pas le spécialiste, mais enfin je le suis plus que les autres. Et par rapport à Patrick Sébastien, non, je pensais que alors là, voilà, si je suis là pour expliquer mes problèmes, mes angoisses, je vois pas pourquoi j'irais rentrer en conflit avec une personne qui, alors que le jeune Ali Ibrahim venait d'être exécuté dans la rue par un colleur d'affiche du Front National, part chez Jean-Marie Le Pen pour chanter Casser du Noir. À ce moment-là, moi, je demande à réagir et on me dit non, tu m'intéresses pas. Le jour où son émission, il lui manque des personnes, il m'appelle, et alors que moi, je lui avais demandé de réagir à ce moment-là, je pensais que c'était intéressant. Or,
aucun noir n'a réagi. Il y a que tout un tas de gens qui se sont outrés. Oh, c'est dégueulasse, Patrick Sébastien, salaud, les nègres sont comme les autres, ce sont des animaux domestiques, ou comme un chat ou une pomme. Et moi, j'ai trouvé ça gênant. C'est vrai que vous avez déclaré que vous étiez tricard sur la chaîne de Dominique Farrugia Comédie, que vous étiez blacklisté par Arthur sur TF1. Vrai, pas vrai, effet de TF1, manche. non, mais TF1, c'est compliqué. TF1, c'est vrai qu'ils ont... bon, je parlais effectivement de la personne qui doit s'occuper théoriquement des artistes là-bas, c'est Gérard Louvain, c'est le directeur des divertissements, qui m'a dit en face qu'un noir à la télé, ça faisait chuter l'audimat. Sachant que cet homme est à la gestion de la représentativité, de ma communauté, je suis inquiet. Alors que, bien évidemment, on a des choses à dire. Ne zappez pas, c'est pas parce que Dieudonné est noir qu'il faut zapper, parce que vous avez donné raison à Gérard Louvain. Ouais, et puis vous avez vu, en plus, c'est pas systématique. Non, c'est pas vrai. Et vous n'êtes pas si noir que ça. Et en plus de ça, c'est vrai. Elle a raison, on est tous métis. Vous avez raison. Bien sûr. Qui est blanc ici? Pas moi, en tous les cas. monde. Moi, je suis bien métèque. Ouais. Et moi, je suis étonné, en fait, parce que c'est vrai qu'on est à la télévision et qu'on n'a pas... On n'est pas traité de la même façon, quoi. Mais Arthur, par C'était exemple, quoi ah oui, alors Arthur. Arthur, c'était pas l'un des premiers à vous avoir lancé quand il enregistrait Mission Impossible à ses débuts. C'était l'un des premiers à vous avoir lancé. Qui de l'autre a aidé plus l'un que l'autre? Je sais pas, mais bon, c'est vrai que j'ai pas envie. Bah écoutez, il est là, il va nous répondre. Arthur. C'est pas vrai. Bon. Alors maintenant, on va faire. Comme vous êtes quelqu'un qui dit souvent la vérité, enfin en tous les cas qui dit les choses sincèrement, disons, on va vous faire mentir un petit peu. Donc on va baisser la lumière, on ne bouge pas, attention. Voilà, on va faire donc l'interview mensonge. Vous allez répondre sans dire la vérité. Alors, je sais que chez vous, c'est pas une pratique habituelle, mais... Merci. Donc vous mentez. C'est un jeu de l'esprit. Est-ce que c'est vrai que vous êtes resté très copain avec Ellie? Alors il faut que je mente, attendez, il faut que je me mets dans la peau d'un menteur. Ah oui, c'est pas facile, alors, enfin. oui. Alors, pour répondre et pour mentir, je dirais, je ne pardonne pas à Ellie. D'accord. Et ben voilà. Et si je devais dire la vérité, je non, dites pas la vérité, c'est l'interview mensonge, et tout foutre en l'air. Mais je suis métisse, donc j'ai toujours besoin d'un côté, de l'autre. Si vous me déséquilibrez, je me dis... Vous êtes Gémeaux en plus, non? Non, je suis Verseau. Seulement métisse, alors. Bon, comme Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing et Mozart aussi. Ah ouais. Et ça vous fait deux copains, là. Est-ce que vous vous occupez de ça aussi? Vous vous intéressez à l'astrologie? Je m'intéresse à tout, c'est mon métier. Vous êtes Capricorne, et vous? Balance. Balance, ben voilà, et vous? Bon, alors on continue. Est-ce que vous êtes un fan de Lagaffe, Vincent Lagaffe? Non, c'est vrai que Alors, il faut que je mente. Bah, c'est l'interview mensonge. Catherine, je t'avais dit qu'on n'y arriverait pas avec lui, l'interview mensonge. On peut essayer une réponse directe. Je suis un fan de Lagaffe, oui ou non? Il n'arrive pas à mentir, c'est terrible. Non, mais c'est surtout difficile de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est vachement difficile. Si Arthur, Sébastien, Ardisson... Merci, je m'en sors bien. Non, mais Lagaffe, je l'ai rencontré, on a discuté. Il a une discussion, on arrive à parler, quoi. Bon, c'est sûr. Tu vois, le mec, il va pas t'écrire de la poésie, il va pas te faire un alexandrin, tu vois, il te chie pas un alexandrin quand même. Mais, il paraît un peu direct, donc je dirais... non. C'est ce que vous venez de dire, non, vous êtes pas... oui, vous êtes fan, ouais. C'est un mensonge ou c'est une C'est un mensonge. C'est mentir, alors il n'y a pas de problème. Hein. Oui, vous êtes fan, si vous avez besoin de conseils pour l'interview mensonge, prenez-la. Hein. Moi, je sais mentir. Une menteuse. Oh là là. Non, on dit, oh la menteuse. Si le mot c'est fan, non. Non, effectivement, vous avez raison, et Merci. Non, mais c'est vous, Est-ce que c'est vrai on continue l'interview mensonge, donc. D'ailleurs, en bas de l'écran, il y a écrit interview mensonge, donc il n'y a pas de... Est-ce que vous êtes accro au pognon, comme on le dit, c'est-à-dire vraiment à pro-gain Élie a dit, c'était lui le juif et moi le noir. Enfin bon, vous savez bien la réputation que vous avez, venant de vous, je trouve ça étonnant quand même. Mais enfin... c'est quand même vous qui êtes payé ce soir, et on ne sait pas combien d'ailleurs, mais par rapport à ça, je dirais, effectivement, un noir qui gagne plus du SMIC, ça paraît être un scandale. Alors là, oui, je gagne... Alors c'était quoi la question? Faut que la question c'est, est-ce que vous êtes accro au pognon?
Je fais pas de publicité, je ne viens pas vendre systématiquement des produits à la télévision. Je suis plutôt là pour parler un petit peu de certaines convictions. Donc je sais pas si je suis vraiment un homme attiré par le pognon. Je le suis certainement comme tout le monde, pas plus, pas moins. C'est génial. Non, mais moi, je me régale parce que cette interview mensonge, on l'a déjà fait, je sais pas, 7-8 fois, et vous êtes le premier qui n'y arrive pas. Et c'est quelque part, c'est bien, je trouve. Vous n'arrivez pas, en fait. C'est-à-dire que vous répondez franchement. Je mens, mais non, en même temps, j'ai l'impression, si vous voulez, pour moi, l'interview mensonge à la télévision, c'est tous les jours. Il n'y a pas besoin de le préciser. C'est évidemment, c'est en permanence. Nous allons sortir la France du marasme. Il y a trop de problèmes ici. Il faudrait que je m'exprime comme ça pour effectivement jouer le jeu à fond. Voilà, c'était pas mal comme conclusion. C'est une chute, hein. C'est vrai, alors on va faire plus simple, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Est-ce que c'est vrai que vous avez un sexe énorme? Alors, on est toujours dans le cadre du jeu. Toujours. Oui. Alors, dans le cadre du jeu, je mais là, c'est pas dur, je refuse d'appuyer encore sur un vieux poncif qui, une fois de plus, sert... Ah non, là, je la pose à tout le monde, la question, prenez pas ça pour vous. Non, mais attention, Thierry. Je l'ai posée à Stéphane Bern et je connaissais la réponse, donc franchement, non. Non, honnêtement, non, prenez pas ça mal. Non, je ne le prends pas mal. Non, mais je ne le prends pas mal. Mais c'est vrai que je précise à ce moment-là, si vous voulez, vraiment, au niveau de cette question, je précise que ça appuie encore sur un vieux poncif du nègre bien membré, on le connaît. C'est plutôt flatteur. Mais là, vous êtes parano, je ne pensais pas du tout à ça. Non, c'est pas de la paranoïa. Non, mais j'essaye d'être un peu plus, si vous voulez, le plus... Essayez de dire que tous les Noirs n'ont pas obligatoirement des grosses bites, c'est ça? Tout à fait. C'est dommage. Permettez-moi de dire, c'est dommage. Oui, je trouve que j'ai trop entendu, effectivement, cette blague. Ayons, vous les négros. Hein. Donc, à un moment donné, je pense que c'est aussi mon rôle de dire que c'est un peu chiant. Alors ça peut paraître un peu militantisme, un peu foireux, je suis d'accord. Mais en même temps, comme on n'est pas nombreux à s'exprimer, D'accord. Non, parce que la preuve que c'était pas une question qui était réservée à vous, c'est que je voulais vous demander si vous ouvrez vraiment une boîte échangiste à Dreux. Ah, ça par contre, c'est faux. Voilà. Ça fera plaisir, Madame Stierbois. Très bien, merci beaucoup. Bien, c'était l'interview mensonge de Dieudonné, donc... compliqué de faire mentir un mec honnête, finalement. Donc, on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah ben, vous vous réveillez tous, là. Hein? Ça va mieux, là. Bon, on va accueillir une copine que j'adore, qui s'appelle Clémentine Célarier. Comment ça va? Bien. Bon alors Clémentine, vous, si question cinéma, vous êtes en tournage d'un film qui s'appelle Du côté des filles, donc de Françoise Decaux avec Sophie Guillemard, qu'on a découvert dans l'ennui. Oui. Depuis 2 ans, ils voulaient plus de moi au cinéma. Voilà, qui sort au printemps. Vous avez trouvé... eu un coup de gueule à Cannes, hein? Cette année, au Festival de Cannes, vous étiez un petit peu... Enfin, pour me montrer. Non mais c'est vrai, bon, vous avez un autre film qui sort au printemps qui s'appelle Room to Rent. Anglais. Ah non, mais attention, anglais. Room to Rent. Oui, non, mais j'ai tourné en anglais. Avec Juliette Lewis. Non, ce qu'on peut dire, c'est vrai, depuis les Sœurs Soleil, que moi j'avais trouvé ça sympa, on s'en était parlé à l'époque, ça n'avait pas été un énorme succès, depuis plus rien. Pas du tout, succès, beat total. Pas mal de télé quand même, pas mal de heureusement, télé. On a encore eu un cette semaine sur France 2 qui a plutôt bien marché, qui a cartonné, donc ça va. Réalisé par un Belge, avec une équipe belge. Oui, Harry Cleven. Comment on parle? Comment ça se fait? Alors, what you think, tout ça, think. Tu parles anglais? Oui, je parle anglais. C'est un film avec Saïd Tagmaoui, Juliette Lewis, des acteurs, et tu vois, mais j'ai assuré. Il faut vraiment parler anglais. Il faut que je sois totalement bilingue. Oui. Non, je te jure. Ah oui, non, franchement, c'est fantastique. Mais c'est chouette de trouver. Bon, alors, Clémentine, vous avez quand même un truc dont vous vouliez parler là. Oui, parce que... Je le montre à la caméra, parce que comme je viens pas pour parler donc trop... Non, mais allez-y, c'est bien, en plus je l'ai regardé tout à l'heure. Il faut quand même écouter, regarder, parce que c'est chouette, c'est des trucs bien. Alors ça, c'est Titeuf, donc. Ouais. Et en fait, c'est mon fils, mon grand-fils, je le cite pas, parce que qui m'a fait découvrir ça. Et c'est génial, parce que c'est plein Le miracle de la vie. C'est un pauvre petit... Il y en a 7 épisodes, hein. C'est un pauvre petit garçon qui
qui comprend rien à rien. Enfin, c'est vraiment, je vous le conseille, c'est terrible, quoi. Et puis, il y a un disque aussi, vous l'avez Il est là, le disque, c'est ça? Oui, c'est Ah, Vibe. ouais, je l'ai vu ce matin sur M6. Oui, c'est chouette. Ouais, j'ai vu le clip, ouais. C'est en français, c'est chouette. Puis Ouais. un autre groupe, c'est Trio aussi, que je vous conseille, Ouais. qui est vachement bien. Enfin, voilà. Non, mais Vibe, c'est bien. Oui, vous l'avez écouté, ça? Écoutez-le, c'est très rigolo. Merci. C'est un peu comme MC Solar. Oui, mais hein. c'est encore différent. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, quoi. C'est Bien. tout, je voulais dire ça. Alors, ce qu'on va faire là, on va vous faire une petite. Vous connaissez l'interview Dernier Coup? Non. Vous connaissez pas l'interview Dernier Coup? Dernier coup. Dernier coup. Un truc de cul, ça. C'est encore un truc sexuel. Vous avez dit que vous aimiez son impertinence. Ça y est. Bon, C'est le alors, choix. on va. Alors, quand il y a le jingle, là, parce qu'on met le titre et tout ça, il faut pas bouger, parce que sinon, ça oblige à figer l'image. Donc, la lumière. Et voilà. C'est pas beau, ça? Ça m'amuse. C'est que je vous Ah dis. oui, oui, Ouais, j'ai c'est un truc compris. pour me faire marrer, moi. J'ai pas compris. Non, non, mais c'est pas ça. C'est comme on écrit par-dessus, ça, on bouge pas et Ah tout. oui, oui, ça oui, évite oui. de figer l'image en Ouais, bien régie. Vous sûr, voyez ce que oui, je veux oui. dire? Ça gagne du D'accord, temps. oui. Bon, vous êtes prête? Oui. Bon. Alors, dernier coup, hein, votre dernier coup dur. Dernier coup dur, des histoires personnelles par rapport à mes enfants auxquels je tiens, enfin qui sont mes compagnons de vie, quoi. Heureusement que je les ai. Donc voilà, des choses de ma vie. Ils ont été malades? Non. Ils sont fait Je virer de l'école? ne vais pas en parler par rapport à. Ils ont chouré chez l'épicier? Non, mais dites-le, c'est pas grave, Non, tous les non, enfants non, font non. ça. Non, Ils pas ont les fait un miens. peu de bêtises. Pas les vôtres. Bien, votre dernier coup de tête. Téléphoner à un copain, je sais pas, à 3 heures, je sais pas. À 3 heures du matin, Non, ouais. mais oui, non, mais alors que je devrais dormir. En lui disant, je viens ressors. vite? Non. Non. Ah bon? Non. Ça s'appelle pas un coup de tête, ça. C'est C'est ça. un autre nom. Non, j'ai l'esprit mal tourné, je sais, c'est comme ça. Non, mais ça, je le sais. Dernier coup de foudre. Par rapport à un homme, Bah oui. amoureusement? Bah oui. Non, alors là, ça fait longtemps. Non. Ah bon? Non. Non. Bah Je crois non. qu'on va lancer un appel. Ah non. Ah non, merci. Je crois qu'on va lancer Je vais un faire engueuler appel. par mon père. Vous voulez pas qu'on lance un appel Il aime bien lancer des appels. avec un numéro vert? Non. Pourquoi votre père, il vous engueule si vous... Non, quelquefois, il regarde les émissions à la télé, mais en plus, il sait très bien que j'aime bien, mais maman aussi, maman Ouais. est plus discrète, tout ça. bon. Ouais. Mais il me dit, oui, tu comprends ça, il n'aime pas que je parle trop. Mais maintenant, il sait que je parle tout le temps. Bah oui, il n'aime pas que je dise des gros mots, des trucs bidous, tout Jusque-là, ça. jusque-là, elle s'est bien comportée quand même. Bite Elle a dit, bite. Elle a dit bite, merde. Alors là, j'ai Michel Cotta. Michel Cotta, l'ami de Dieudonné. Thierry, franchement, on t'aime bien, mais là, t'exagères, alors. Voilà, vous voyez, elle est là. Hein. Oui, donc votre père qui était journaliste Oui. pour le RTF, faut bien le dire. Hein. Absolument. Et pour Voilà, qui était en TF1, Afrique en plus. tout C'était pas à ça. Dakar, votre père? Si, je suis née, je suis Vous êtes né africaine. à Dakar, blanche. vous appelez Meriem, je connais tout de vous. Voilà. oui. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas me raconter l'histoire, moi. Hein. Oui. Bon, C'est dernier normal, coup ça. de rein. De rein, De rein. donc l'amour. Hier. Ah Ah, mais vous nous rassurez quand même. J'espère que monsieur Célarier est rassuré, donc. Et que... Papa. Oui, papa. Il est rassuré, papa. Non, parce que... Que sa fille fait l'amour. Donc, c'était pas avec le dernier coup de foudre, c'était... C'est ça, il y a le coup de foudre. Si, mais c'est pas un coup de foudre, ce monsieur, c'est un ami. Faut pas dire ça. Non, mais je veux dire, je Excusez-moi, l'aime. excusez-moi, je comprends rien là. Non, mais je l'aime beaucoup, mais c'est coup de foudre. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire le coup de rein, c'était avec un copain. Non, c'est pas ça que Je je veux comprends rien, dire. parce qu'on peut- avec lui, si on ça peut- soit Peut-être ça deviendra. Moi, les coups de foudre, je sais pas trop, parce que moi, je tombe souvent, mais amoureuse, pas forcément d'homme. Je veux dire, je fais attention à ce que je dis, putain. Non, Ne mais faites parce pas que- attention à ce que vous dites. Vous êtes mieux quand vous faites pas attention à ce que vous dites. Je vais vous le dire, moi. Ah, mais après, ça se retourne contre vous. Moi, quand je parle des hommes, ça se retourne contre moi parce Ah que bon je n'ai pas une vie, c'est vrai, classique, et que les gens, j'ai 42 ans, que je ne suis pas mariée, je ne suis pas installée dans une vie, mais c'est comme ça, j'ai plus rien. Et puis il y a plein d'autres femmes comme ça, et puis crotte. Regardez Linda. Crotte et flûte. Mais bon, voilà. Non, mais elle est très jeune, elle n'a pas 42 ans, vous n'avez pas 42 ans. mais Linda veut pas. Linda Si, veut si, pas se je suis marier. passée plusieurs fois sur le bistouri. Non, mais c'est tout. Donc après, on vous pose Ouais. des trucs, puis vous avez des articles, puis ils disent n'importe quoi, cherchent Ouais. enfin, des trucs. C'est pour ça. Et puis, D'accord. il n'y a pas assez de temps pour en parler, pour que ce soit D'accord. véritable. Donc, dernier coup de rein, on va en rester là. C'était hier soir. Oui, mais un coup de rein, pour moi, c'est de l'amour. Hein. C'est de pas, l'amour, oui. C'est pas C'est de du la, sexe. la baisse. Non, oui, c'est de l'amour, mais l'amour, pour moi, le sexe, il y a de l'amour dedans. Sinon, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Bah, avis aux amateurs. Non, arrêtez. Jules Charles. Bon, on va rallumer la lumière parce que ça va devenir trop chaud là.
Avant de passer à l'invité suivant, Dieudonné, vous êtes parrain de la nuit du zapping, qui est organisée par Solidarité SIDA. Je l'ai fait une fois, c'est vrai. Bah oui. C'est Antoine Decaune aussi qui Oui, est Antoine le Decaune. parrain. Bon, Magnéto Serge, s'il vous plaît. Quel est le mollusque terrestre qui possède côte à côte l'orifice génital, l'anus et la bouche? Petrucciani. C'est pas moi. Attention, ne me regardez pas comme ça. Alors je sais pas quel est le crétin en régie qui a pris ma voix pour dire une connerie pareille. Alors là, je ne sais pas quel est l'imbécile. Alors je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Ah non. Michel Petrucciani est un pianiste de très très grand talent. Oui, qui a l'orifice près du truc. Racontez-nous le plus érotique de vos fantasmes. Le plus érotique de mes fantasmes. Par exemple, actuellement, à l'instant précis où je vous parle. Vous me prenez à l'instant précis où je vous parle, ce serait de vous prendre sauvagement sur cette table. Ça serait ça. Voilà. Menteur. Ah non. Menteur. Deuxième fantasme, celui-là ne me va pas. Celui-là, le deuxième, ce serait la même chose, mais par derrière. C'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vis dans les nuages, je serai ton otage, sage comme une image. Eh oui. Mallory Nataf, sans culotte. Elle a disparu, d'ailleurs, Mallory Nataf. Depuis cette affaire, on n'en a plus jamais entendu parler. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous voyez ce que c'est de pas mettre de culotte, Linda? Moi, j'ai pas ce problème. Faites attention, vous voyez une animatrice de télé. De toute façon, même si j'en mets pas, moi, je mets des robes longues. Donc Oui, y a pas de c'est souci, vrai. Oui. hein. Donc, la nuit du zapping, parrainée par Antoine Decaune, par Dieudonné, puis par d'autres. Hein. Donc, je donne les dates. Le 19 novembre à Brest. À Brest, en Bretagne. Voilà. Le 20 novembre au Mans. Ouais. Vous êtes incapable de dire où c'est ça, le Mans? Ça va être dans la Sarthe. Ouais. Dans la Sarthe, bravo. Le 26 novembre à Poitiers. Oui. Alors là, par contre... dans le Poitou. Poitiers-Poitou. Non? Dans le Poitou, Poitiers, ouais. Le 27 à Orléans. Bravo, ouais, voilà. Bravo. Et le 11 décembre à Toulon, chez les fachos. Chez les fachos, on n'en attendait pas moins de Dieudonné, voilà. Chez les fachos. On n'a pas fait dire. Bien. Alors maintenant, on va accueillir quelqu'un d'absolument étonnant. Ce monsieur est tibéro-maoïste. Ça va vous intéresser, ça, vous? Ah, je demande qu'à regarder. Ou Mao-tibériste. Au choix. Il s'est présenté pour être président du RPR, parce que vous savez qu'au RPR, maintenant, c'est démocratique, ils font des élections. Donc il y a Fillon, Delevoye, Michel Alliot-Marie, etc. Et de Védjian. De Védjian, merci de m'aider. Et donc, lui n'a pas été retenu, et c'est bien dommage, parce qu'à mon avis, c'était le plus sympa de tous. Voici Michel Bulté. Bonsoir. Bonsoir Michel Bulté, Clémentine Sélarié, Dieudonné, Linda Hardy. Alors vous êtes conseiller de Paris. Oui, oui. Vous êtes adjoint au maire. Oui, oui. Qui n'est autre que Monsieur Tibéri. Il est connu. Alors j'ai préparé un petit jingle pour Tibéri, écoutez. Ouais. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Eh oui, eh oui. Ah tant pis, on t'apportera des oranges, Jean. Bien. Alors, vous êtes donc adjoint au maire Tibéri, comme vous aimez bien de le comprendre. Vous êtes vous occupez de la construction, du logement, de l'urbanisme. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Voilà, oui. Voilà, vous êtes né en 1947. Jusque-là, il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas de bêtises. Et alors, en 68, vous étiez maoïste. Oui, oui. Et vous allez vous établir. Il faut dire que s'établir, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, s'établir à l'époque, les maoïstes allaient en usine, travailler avec les ouvriers pour toucher de près la condition ouvrière. Il y en a un autre qui a fait ça, c'est Daniel Rondeau. Maintenant, il fait la biographie de Johnny Hallyday. Mais à l'époque, il était établi en usine. Bon. Alors, vous allez vous établir en usine à Gentilly, dans une usine qui s'appelle Nicole, qui fait des matières plastiques. Et là, vous découvrez les vrais ouvriers.
vous découvrez des types qui sont contents de leur télé, qui sont un peu hargneux envers les gauchos, parce qu'à l'époque, c'est vrai que le PC... les conservateurs du PC. Quoi. Les conservateurs du PC, c'est ça, hein, Michel. Bon. Et alors là, il y a des femmes qui fabriquent des plateaux repas pour des compagnies aériennes et qui sont menottées. Oui, à l'époque. Pourquoi est-ce qu'elles avaient des menottes? Elles portaient des menottes pour des questions de sécurité, c'est-à-dire que vous mettiez une feuille en plastique sur une machine, il y avait un mouf qui venait imprimer la feuille de plastique et qui formait un plateau. Alors pour ce faire, pour ne pas se prendre les mains, bien entendu, dans la machine, dans la presse, elle devait appuyer sur des boutons et en même temps, ça leur faisait reculer les mains pour éviter de se faire prendre les mains dans la machine. Et un jour, il y a eu un accident parce qu'elles étaient menottées, mais en plus, elles devaient toucher une prime à la production. Donc c'est difficile de toucher des primes quand on est menotté, puisque la cadence est faite d'avance. Alors, de temps en temps, il y en a qui enlevaient leur bracelet de sécurité. Elles enlevaient leur bracelet de sécurité, elles enlevaient leurs menottes. Et pour aller faire plus de plateaux. Et un jour est arrivé un accident, c'est-à-dire une femme s'est fait prendre les mains dans la presse, qui s'est pas relevée, qui était bloquée d'ailleurs. Et appelé, je veux dire, dans l'atelier, on a examiné la machine, les secours sont arrivés, et j'ai regardé la machine, et l'axe de la machine... Oui, ce qu'il faut dire, excusez-moi Michel, pour nos amis, c'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est que la direction de l'usine dit, écoutez, elle a enlevé ses menottes, elle s'est fait prendre les deux mains dans la presse, donc finalement c'est son problème, nous l'usine, nous les patrons, on est en règle. On est en règle. Et alors, moi, vous qui aviez fait des études d'ingénieur... Oui, vous savez tout. Bah oui, c'est bien connu. Donc, j'avais regardé la machine, et la machine ne s'est pas relevée parce que la goupille avait cédé. Et j'ai dit, la goupille est trop petite. Ouais. Et à ce moment-là, une rumeur s'est enflée dans l'usine en disant, mais c'est pas de la faute de la femme, c'est la faute de la goupille qui est trop petite, quoi. Tout le monde disait, la goupille est trop petite, merde, c'est pour ça que la machine est passée. Et voilà. Et je suis retourné dans mon atelier, et l'après-midi, il y a un grand mec avec une grande blouse blanche qui est arrivé, qui a dit, quel est le connard qui a dit que la goupille est trop petite? Et j'ai vu la solidarité ouvrière du PC qui était déjà bien installée à ce moment-là. Ils sont retournés, ils ont dit c'est lui. Et c'est la première fois que j'étais foutu à la lourde. Voilà. Michel Bulté, ma carrière a commencé comme ça. Voilà, pour avoir dit la vérité. Moi, je ne sais pas ce que c'est que maoïste. Ils adoraient Mao Tse-tung, comme d'autres avant eux avaient adoré Staline. C'était le courant Mao, c'était d'ailleurs... communiste, en fait. Ah bah oui, communiste. Oui, grave. mais pas communiste. Pas communiste. Les mecs, les cocos, à l'époque, ils se battaient pour avoir le frigo et la télé, quoi. Les gars, là, maintenant, ils se battaient pour défendre des véritables idées de liberté, de reconquête du monde. Il y avait le PCLMF. Oui, ah oui, aussi. Oui. Le PCLMF, tout ça, oui. Non, mais il y avait des mecs vraiment, et il y en a encore aujourd'hui, ils en parlent plus trop. Michel Bulté, il en parle. Il y a des mecs aujourd'hui très sérieux qui sont dans les gouvernements et tout ça, qui ont adoré Mao Tse-tung, alors que Mao Tse-tung, excusez-moi de vous le dire, mais enfin, dans le genre camp de concentration, il est pas mal non plus. C'est pas un modèle non plus de. C'est pas un modèle non plus. Ouais. Et justement, en 77, coup de foudre, vous rencontrez Jacques Chirac. Ouais, ce mec-là. C'est fou, il est passé de. C'est pour ça que je disais que c'est un personnage étonnant. Il est passé de Mao Tse-tung à Jacques Chirac. Oui, alors c'est un peu surprenant, quoi. Mais à ce moment-là. Vous dites qu'il avait quelque chose de révolutionnaire. Oui, il avait quelque chose. Dans la stratégie du Tché, quoi. Le Chi. Oui, le Chi. Comme disaient les Guignols. Non, mais oui, j'ai trouvé à ce moment-là que Chirac avait, je veux dire, une volonté et une détermination de faire quelque chose d'intéressant, je veux dire, au niveau du programme qu'il présentait. C'est certainement sa plus grande réussite, c'est dans la ligne directrice qui s'était fixée, c'était son programme aux dernières élections présidentielles, où il a écouté un certain nombre de... Mais attendez, Michel, oui. En 95, Chirac, effectivement, il dit il y a la fracture sociale, il avait une attitude assez gauchiste d'une certaine façon. Sauf qu'au mois d'octobre suivant, il s'est aligné sur Balladur, il vous a fait cocu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, on a fait un peu cocu les Français. Ouais. Bah oui. Et les jeunes, notamment, je le vois, moi qui suis élu du 19e et qui habite le 19e arrondissement, où il y avait, je veux dire, un grand nombre de jeunes qui nous avaient suivis, ont eu l'impression d'avoir été trompés. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Maintenant, on voit très bien le RPR représente plus que 12,5%. Ouais, sûr. Mais ils vous écoutent pas. Oui, alors c'est pour ça que vous êtes un Mao chiracien. C'est pour ça que j'ai voulu me présenter à la présidence du RPR, en essayant de secouer le cocotier, foutre en l'air les manœuvres claniques, les trucs de couloir, enfin, etc. Bon, et puis ils m'ont exécuté. Je veux dire, ils m'ont pas donné, ils ont pas validé ma candidature. Là, vous n'êtes pas sympa. C'est avec Balladur. Parce qu'en 98, Balladur, il vous a mis sur sa liste.
Vous êtes devenu député, enfin, il vous a mis sur sa liste pour être député européen. Régional. Régional, pardon. Ouais. Et depuis fin octobre, là, vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut faire des comités anti-pépère. Oui, parce que d'abord, j'ai pas, et je l'ai dit récemment, j'ai pas été baiser la babouche de Balladur pour être sur sa liste. Bon, on m'a proposé d'être sur cette liste, je veux dire, un peu une caution chiracienne à ce moment-là. Ça vous a rapporté du pognon quand même d'être conseiller. Je suis élu conseiller régional, oui. C'est quoi, c'est 15 000 balles par mois, non? Oui, c'est 14 000 et sympa, quelques. Bon. Et le pauvre Balladur, maintenant, pour pas qu'il aille à la mairie de Paris, vous dites on va faire des comités anti-pépère. Non, alors, et je pense qu'on aurait pu certainement gagner la région si Pépère avait encore élargi sa liste un peu plus. Vous n'êtes pas un peu isolé au sein du RPR quand même en tant que... Ben écoutez, quand j'étais candidat à la présidence du RPR, j'ai pu me rendre compte que j'étais vachement populaire, mais surtout dans les autres partis d'ailleurs. Dans le mien, au début, ça a du mal à prendre. Mais j'étais quand même surpris, après ma campagne, le début de ma campagne, c'est d'avoir des milliers de lettres qui arrivaient de l'ensemble de la France. Donc il y avait vraiment, je veux dire, un besoin... Et les partisans de la fracture sociale se reconnaissaient un peu en vous. Oui, quoi. Puis il y en a ceux qui avaient ras-le-bol du RPR traditionnel. Enfin, vous aviez déclaré quand même, Michel, excusez-moi, vous avez déclaré, au moment où vous avez posé votre candidature, ceux qui me prennent pour un rigolo vont être déçus. Oui. Si au RPR, qui est quand même un parti vachement archaïque, antidémocratique, je veux dire, si demain on n'essaye pas de bousculer les choses, d'avoir des gens nouveaux avec des idées, je veux dire, plus conformes à notre société d'aujourd'hui, avec des mecs qui ont envie de faire aussi la fête, je veux dire, l'élection du président du mouvement, c'est un peu la teuf quelque part. Les mecs qui tirent, c'est tous des culs serrés, ils ont 3 pieds de long. Vous parlez de Juppé, là. Pas avec ça, non. Non, mais il faut quand même remuer le cocotier. Je veux dire, on n'y arrivera jamais, je veux dire. Bah, vous dites, vous, en tous les cas, vous avez déclaré, bon, c'est la machine à perdre, c'est toujours les mêmes. Bah oui, je voulais éviter le RPR, c'est-à-dire le rassemblement pour rien, quoi. Voilà. Mais je veux pas rester sur le trottoir à regarder la loose parade. J'adore la loose parade. Bien. Et votre copain Tibéri, alors? Bah, et mon copain Tibéri, c'est mon pote depuis Paris. Moi, j'ai pas peur de dire. Pénitencier. Bientôt vont se... C'est une super chanson. Non mais attendez, sérieux, pourquoi il ne fait pas comme Strauss-Kahn? Strauss-Kahn, c'était pas mal finalement, parce qu'il s'est fait choper, il a démissionné lui au moins. Oui, non mais je veux dire... Tibéri s'accroche, alors je vais vous dire. Non, Tibéri, c'est pas le même problème que Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, il se fait gauler dans une affaire de faux, où il a imprimé des trucs qui n'existaient pas à ce moment-là sur du papier qui n'existait pas à ce moment-là. Le papier n'existait pas à l'époque. Il s'est fait gauler comme un petit truand de quartier dans une grosse affaire de magouille. Bon, il y a eu un réquisitoire supplétif nominatif contre lui, il était plombé. Tibéri, attendez, je veux dire d'abord... Tibéri, c'est mieux arrangé le coup, c'est clair. Non. Tibéri, il est dans une affaire qu'on lui reproche de la mandature précédente, dans une opération judiciaire, un dossier qui dure depuis 5 ans, et juste la veille de clôturer le dossier, pas pour le foutre en examen, en disant on va le plomber un petit peu. Bon, je veux bien, mais je veux dire, pour soi-disant, il était au courant... certainement de choses, mais qu'il n'a pas dit à ce moment-là. Bon, je veux dire, ça n'a rien à voir avec un mec qui s'est foutu, je veux dire, comme ça. L'autre, il a eu la grandeur de attendez, la MNEF, c'est pas fini, c'est le plus gros scandale du 3e millénaire. Ça va péter à la gueule. Je veux dire, quand vous voyez Jospin, moi je voyais Jospin hier à la télé. Connaissant les hommes politiques au 3e millénaire, il y en aura d'autres. Oui, je pense. Mais quand je vois Jospin hier, il dit, c'est pas une affaire des socialistes. Il y a mon ministre des Finances socialiste, il est gaulé dans une affaire. C'est pas l'affaire des socialistes. Il y a le numéro du PS, Jean-Christophe Cambadélis, que j'ai connu en 68, qui était lambertiste. Lambertiste, comme Blondel. Transquiste, lambertiste. Mais il est numéro 2 du PS, mais il est en correctionnel, il passe le 2 décembre au correctionnel, mais le Parti socialiste n'est pas concerné. Le Guen, il est patron de la plus grande fédération socialiste de France, ailleurs Paris, il est plombé dans le truc. Ah ben non, ça ne concerne pas le PS. Alors, je veux dire, je dis pas que le RPR, on n'est pas des saints. Personne ne croirait en même temps. Personne ne croirait. Mais je veux dire que l'autre aussi, vous êtes réaliste et il doit être lucide, déconnecté Michel, dans sa tête, où il a un traumatisme du bulbe rachidien. Je veux dire, Jospin, il faut qu'il... Bon, pas déconner. Il est bien, non? Pour un RPR. Franchement, vous ne croyez pas que Tibéri aurait dû démissionner, vous? Oh bah, moi oui, bah évidemment, ça me paraît tellement... Mais moi je trouve ça incroyable que les gens restent aussi longtemps pour gérer l'intérêt de la communauté, c'est pas possible. Vous me parlez de gens... alors, en plus de ça, je sais pas, j'ai entendu que Chirac invitait quelqu'un dans un château qui lui appartient. Enfin, comment il se l'est payé ce château, je sais pas moi, mais bon, son château perso. Ouais. Non, c'est à sa femme. C'est à sa femme. Oui, il a épousé une femme qui a un château. Moi, je vis avec une femme, elle a une tente. Non. Mais ce que je suis en train de dire. Excusez-moi. Clémentine, attendez, Michel, une seconde. Clémentine. Votre question. Excusez-moi, mais entre Dieudonné et monsieur, c'est vrai que j'aurais tant. Mais pardonnez-moi.
Vous votez Dieudonné, vous. Mais non, mais bien sûr. Mais en plus, il y a autre chose, c'est que un jour, j'avais dit à un homme politique, je savais même pas qui c'était au César et tout ça, il était à côté de moi. Après, il était en tôle, enfin bon, bref. Je dis, non, mais... Ça arrive souvent en même temps. Non, mais pourquoi, par exemple, pourquoi les hommes politiques ont ce discours complètement... Pourquoi est-ce que c'est avec cette image? Vous voyez, c'est comme nous, les comédiens, quand on dit, mais fais attention à ton image, tu comprends... Mais c'est de la merde, ça. C'est nul. C'est-à-dire que donc, on comprend pas. Il n'y a pas de discours humain, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. Donc, alors, on dirait que c'est normal. Mais ce n'est normal que parce qu'on est rassassé tout le temps de ça. Donc, moi, ça m'emmerde, en fait, la politique. Bon. Parce que pour moi, la politique, c'est dans la rue, Michel Bulté, merci. Pardon, hein. Michel, quand même, on ne va pas passer la soirée avec Tibéri, mais c'est vrai que vous avez dit que Xavier Dugouin, c'est le patron du conseil régional qui a employé Xavier Tibéri. Ouais. Et il a donc dit que c'était Jean Tibéri qui lui avait demandé de faire travailler Xavier. Et vous avez dit que Xavier Dugouin est un menteur fort quand même. Ouais, je pense que c'est un menteur. Ouais. Ouais, vous pensez qu'il a agi sur ordre? Moi, je pense, oui, que dans cette grande mécanique judiciaire, il y a des règlements. Il a été chargé. Et puis, il y a aujourd'hui un type qu'on prend plein la tronche, c'est Tibéri. Tout le monde alors, tous ses potes, il y en a plein. Maintenant, ils trahissent. Tout le monde veut lui piquer sa place. Pépère veut arriver. Il dit, je vais m'installer dans le fauteuil. Bon, enfin, etc. Mais l'autre, alors, il a la bonne tête, Tibéri. Il en prend. Tous les jours, vous ouvrez le canard. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'un journal, s'il ne parle pas un peu de Tibéri, il ne prend pas le tirage. Je vois très bien dans une rédaction, les mecs. Bon, la semaine dernière, on a fait les hoche-pepis, la semaine d'avant, on a fait les drogués, et ça baisse. Qu'est-ce que vous branlez dans la rédaction? Il n'y a pas un mec qui a une idée. Ah, ben tiens, il y a un gars qui dit, tiens, je vais vous faire une petite mairie de Paris. Oh, génial. On peut reconnaître une chose, c'est que c'est courageux à notre époque de défendre Tibéri. Alors, on va regarder un petit, puisqu'on parlait du RPR, on va regarder un petit magnéto, parce que vous savez qu'il y a l'année des Guignols qui vient de sortir. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va regarder magnéto, Serge, s'il te plaît. Je rêve. Toute ma carrière, c'est ça que vous me demandez? Pour protéger quoi, Jacques? Qui? L'autre, là? Moi, j'ai fait normal supéléna pour finir fusible de ça. Quoi? T'es pas foutu d'écrire 3 lignes sans faute d'orthographe. Tu te fais choper, et moi, je vais plonger pour une tarée à la limite de la débilité mentale. Non, mais je rêve. S'il te plaît, il s'agit de ma femme, hein? Et alors, tu veux me faire un procès? Quand la gauche t'aura piqué Paris, on voudra même pas de toi un guichet de la sécu. Si tu trouves une place de dingo chez Disney, c'est le bout du monde. Ça te fait marrer, toi? Non. Et si t'as ri, je te fais rire? Ben, c'était marrant. Je te fais rire, je suis un marrant, c'est ça. Une sorte de clown, quoi. Ouais, il plaisantait. Toi aussi, je te fais rire? Non, mais... Je te fais rire. Toi, le grand bénet qu'on a élu chef de classe, je te fais rire. Je passe mes journées chez le juge pour sauver ta place et je te fais rire. Alain, tu prends tout mal, là. Mais non, qu'est-ce que je prendrais mal? Que la poissonnière se fasse choper comme un voleur d'autoradio? Que le réjoui nous fasse perdre la mairie de Paris? Ou que l'autre abruti étouffe les affaires avec un mégaphone? J'envoie un hélicoptère dans l'Himalaya. Avise à la presse, je vais t'étouffer une affaire. Ça s'est même pas vu. Et moi je sers de fusible à tout ça? Merde à la fin! Pourquoi je ferais ça? Je vais finir dans une mairie de province comme un monorie quelconque. Il va se calmer, je le connais. Je suis pas sûr, là. Par contre, il y a une chose qu'il faut pas lui dire. Jamais. Ah, excusez-moi pour le retard, hein. J'ai eu un petit problème. Ah, Alain, tu peux me rendre un service, là? Non! Voilà. Ça, faut plus jamais lui demander, hein? Maintenant, Voilà. C'est l'année des Guignols chez Canal Vidéo. C'est en vente libre. Bien. Et voilà, c'est la seule façon qu'ils ont de nous intéresser. Exactement. Bien. D'ailleurs, ce que j'allais dire, Michel, on a beaucoup parlé du RPR, beaucoup parlé de Tibéri. Je vous laissais dans les mains de Linda Hardy. Ah, super. Voilà. Maintenant, super, ça je veux dire, oui. Si vous reparlez politique et si vous faites des réponses qui sont trop politiciennes, vous allez être mosaïqué. C'est la gauche mosaïque. Non, la droite mosaïque. Voilà. Est-ce qu'on pourrait, Serge, mosaïquer Michel Bulté pour que... Voilà, donc vous êtes mosaïqué et là, on ne vous voit plus. Voilà, donc vous n'avez pas intérêt à nous refaire de discours politique. Là, vous allez parler avec votre cœur. On ne parle pas de politique du tout. Non, vous n'avez plus parlé de politique, là. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît? Non, il a bougé. Non, Dieudo a bougé. Non, Dieudo a bougé. Dieudo a bougé. Non, Dieudo a bougé. Ouais, mais t'as vu la musique aussi? On rallume la lumière. Ils sont tous pareils. Dès qu'ils entendent de la musique, ils dansent. Alors, on va recommencer. Surtout ça. Bon, on y retourne. Attention, ne bouge pas. Attention.
voilà. Il s'est donné du mal, là, Dieu. vachement dur. C'est dur de pas bouger quand on entend ça. Bon, Linda, je vous le laisse, il est à vous. Alors vous appelez Balladur Pépère en politique, mais mère, c'est qui? Simone Veil. Ah oui, d'accord. Et vous dites aussi que vous êtes plus langue de pute que langue de bois, globalement. C'est qui votre homologue au féminin, à votre avis? Quelle est la gonzesse qui balance... Oh, Marie-France Garot. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle est assez langue de pute. Ah ouais. Très langue de pute. Très langue de pute. Quelle épouse politique est pour vous actuellement la plus méritante? Ah bah si, là. Bah si. Xavier. Ah, Xavier, j'aurais dit Bernadette, moi. Ouais. Ah bah oui, elle a moins d'emmerde quand même, Bernadette, pour l'instant. Ouais, mais quand même, il faut se le faire, hein, quand même. Donc vous Pourquoi pensez Xavier? que... Parce que... Bah, parce que je verrai, elle subit quand même un calvaire, Ouais. la pauvre. Elle défend son Saint-Jean. Mais oui. Ouais. Vous avez 52 ans Ouais. et vous êtes toujours célibataire. Ouais. Ah. Pourquoi? Parce qu'on a reçu beaucoup d'hommes politiques. Oui, bah depuis, écoutez, je suis toujours célibataire, mais je vis avec une femme. Ouais, quand même. Ah bon, bah, je suis déçu, Michel. Ouais. Ça fait combien de temps? Bon, oh, ça fait plusieurs années. Ah bon. Et j'ai même dit que dès que la loi passera au Sénat, je me paxerai avec elle. Ah, bah ça va faire Ça, plaisir c'est à une bonne Roselyne nouvelle. Bachelot, qui était Ouais. notre invitée la semaine dernière. Bah oui. Bon. Est-ce que vous avez déjà demandé une femme en mariage? Oui, une fois, ouais, mais elle n'a pas entendu. Ouais. Elle a pas entendu? Non, ouais, c'est vrai, ouais. Elle n'avait Ça pas veut dire compris. quoi, Elle m'a dit qu'elle n'avait pas entendu? compris. Elle avait quoi. écouté? Ouais, 10 ans ouais. après, elle vous a dit, mais si mais tu l'avais merde, dit hein. clairement. Bah oui, mais j'ai dit, moi je te l'ai dit. Hein. Merde. Bon, c'est pour ça que je me marierai plus, je me paxerai, quoi. Elle faisait quoi dans la vie? Hein, la femme? Ouais, la femme en question, celle ouais. que vous avez demandé. Elle a une profession, oui, une profession. Elle avait une profession. Mais attendez, une profession, dites-moi. Qu'est-ce qu'elle Rien de faisait? grave, docteur. Mais dites-le, Michel. Elle faisait quoi? Ouais, elle bosse. Non, vous allez répondre. C'était quoi le métier? Hein? Le métier de votre promise qui n'avait pas compris quand vous l'avez... C'est la même qu'aujourd'hui, quoi. Mais je veux dire, c'est pour ça que j'aime paxer. Ah, d'accord. Et le voyage de noces pour fêter le Pâques, ça serait où? Parce que la dernière fois avec elle, on est parti, mais ça c'était sur les traces de Pépère en Turquie, faire une enquête précise. Vous êtes allé à Izmir? À Izmir, oui. On a appris des choses. Et, Sur la famille de Balladur. bah là, bon, Ah, vous êtes allé un petit peu vous êtes allé, oui, en regarder ce qui se repérage. passe. Bah, du Puis temps on de se fait Pépère. insulter dans le souk qu'on n'achète pas, le mec qui fait « Va non, et Balladur !» Ah oui, Balladur, c'est une insulte. Merci Michel. Merci. J'accueille maintenant mon invité suivant. Vous restez avec nous. David Hallyday, mesdames, messieurs. J'adore cette chanson. Ah, c'est gentil. Ouais, c'est vrai. Vous connaissez tous là? Ouais. On a invité le meilleur ami de Tibéri. Moi, je vois. Je connais son père aussi, il est venu me voir à la mairie. Ah ouais. Il essaie de se placer là, c'est ça les hommes. Ah mais j'ai bien connu votre papa et votre maman. Vous savez. Ah là là. Bon, David Hallyday alors. Qu'on déconne. Il veut rigoler, Bunté. Mais on m'a dit que c'était une émission marrante, on m'a dit. Alors j'ai Bah, regardé marrant, à je sais la pas ce télé que vous tout à avez l'heure dit. Dieudonné. J'ai dit putain, il est vachement sérieux. Non mais Dieudonné, c'est pas ça, c'est qu'il ne faut Ouais, pas ouais, lui parler de politique en fait. Bien David alors, vous avez sorti un album qui s'appelle Un paradis, un enfer. Ouais. Le premier single c'était ça, je l'écoute sans arrêt. Alors il y a un nouveau single qui sort, c'est ça. C'est celui que vous avez chanté tout à l'heure. Mais t'as tout samplé sur le truc, c'est incroyable. Ah, ça. j'ai tout samplé. Il y a pas ouais. mal de trucs. J'ai tout samplé, j'ai des trucs très rigolos. Par exemple. On n'est pas là pour se faire engueuler. Bien. C'est pour Michel, ça. Alors, David, vous avez fait les paroles, la musique, pardon. La musique, ouais. La musique, les paroles, c'est Zazie, c'est Lionel Florence qui travaille pour Panier Obispo. Ouais. Il est à combien cet album-là, Un paradis, un enfer? Je parle de vente, là. Franchement, j'en sais rien. Ah bon, Non, le détaché. single, Ça vous je. intéresse pas? Pardon? Ça vous intéresse pas? Si, ça m'intéresse, mais là, les dernières, on était un peu plus de 200 000, je crois, C'est ça, sur c'est l'album. bien. Ça se vend bien, non? Sur l'album, ouais, très bien. Ouais. Alors, c'est votre premier album en français. Ouais.
Non, mais c'est. Oui, c'est vrai. Vous c'est n'aviez le pas premier. vraiment envie de faire un album en français, puis finalement, petit à petit. Non, c'est pas que j'avais pas envie. Je trouve que pour bien faire les choses, il faut être prêt pour le faire. Et puis bon, moi j'ai toujours chanté en anglais, donc ça n'a jamais été vraiment un besoin de chanter en français quand tu vis là-bas depuis toujours, c'est vrai. Et puis sur le moment, j'en ai fait une comme ça pour rigoler, voir ce que ça allait donner. Et ça m'a bien plu, donc je me suis dit, bon, j'en ai fait 2, 3, 4, et puis bon, en fait, j'ai fini par faire ça marche en plus. Vous en êtes quand même à votre 5e album, dans un live, il y a eu des morceaux, certains sous le nom de David Hallyday, d'autres avec, avec Blind Fish, avec Novocaine, ça c'est le premier album en français, ça marche. Vous avez fait aussi les musiques de votre père, de Johnny, 100%. Hein vous en parlez depuis longtemps. Au départ, vous vouliez que ça s'appelle tel père, tel fils. Ah non, c'est pas moi. Hein. Ah, c'est pas non. Ah non, justement, j'avais dit, si tu l'appelles comme ça, moi je. Ah, ça vous plaisait pas, donc 100% c'est bien. Non, c'est mieux. Bah, vous avez fait une chanson déjà sur votre père avec Gérard Manset qui s'appelait Un héros. Héros. Hein Ouais, dans le bon sens du terme. Pas parce que c'était plus, quand vous étiez petit, Johnny, c'était plus pour vous un héros qu'un père, d'une certaine façon. Ouais. Alors, quand vous étiez petit, que Johnny vous amenait au concert, en fait, vous n'étiez pas tellement fasciné par lui, vous étiez plutôt fasciné par le batteur, Tommy Brown, non? Ce qui vexait beaucoup, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, toujours d'ailleurs maintenant, quand il en parle, ça l'a beaucoup vexé, visiblement. Mais non, mais mon père, c'était quelqu'un d'incroyable pour moi. Il était toujours. Mais c'est vrai que Tommy Brown, ça a été ma révélation. Pour moi, quand j'ai vu Tommy Brown, j'ai tout de suite voulu faire de la musique et je me suis jamais posé la question qu'est-ce que je vais faire plus tard. Ça a été un peu ma révélation. Vous êtes batteur, en fait. Oui, c'est ma première vocation. Alors, on va vous voir dans un document qu'on a retrouvé. Non, mais il est vachement bien, le document. Bon, on va voir. On va regarder. C'est un document, donc c'est en 79, c'est au Pavillon de Paris. Hein. Ah oui? Ah ben je l'avais jamais vu en plus. Vous allez voir. Magnéto, Serge. David Hallyday. Sur la scène, vous aviez quoi là, 13-14 ans, non? Même pas, non? Non, j'avais 11 ans, 12 ans. 11 ans, 12 ans, oui. Alors, c'est un document d'Avis Boyer. Il faut féliciter l'équipe de Catherine Barma qui a retrouvé ce document que vous n'avez jamais vu. La chanson, c'était Rien que 8 jours, c'est ça, non? Rien que 8 jours. Ouais. Rien que 8 jours. Il faut dire qu'on voit beaucoup mon père rigoler sur ce... à ce moment-là, mais il rigolait pas du tout avant. Ouais. Il était un peu terrorisé. Un peu, moi aussi d'ailleurs. Mais votre idée, évidemment, c'était toujours d'étonner votre père, ce qui est normal quand on a un père comme le vôtre. Et puis finalement, un jour, vous lui avez apporté Is My Girl, qui était la musique d'un film éponyme. Et il vous dit, il y avait une prod sur le disque, comme lui n'avait jamais eu en France, bien entendu, parce que c'était fait à Los Angeles. Et il vous dit, c'est toi qui chantes là, tu me fais marcher. Il ne croyait pas, il croyait pas que c'était vous. Ben oui, mais parce qu'il ne savait pas au début que, en fait, le chant c'est venu longtemps après, parce que moi je voulais écrire de la musique et j'ai appris à chanter vraiment. Ça a été tout le contraire de lui, c'est-à-dire que lui c'est un autodidacte dans le chant. Moi j'étais plutôt autodidacte dans la musique en tant que compositeur, tout ça. Donc j'ai dû vraiment apprendre à chanter, quoi, parce que c'était pas ce que j'avais envie de faire. Je me suis vite rendu compte qu'en écrivant mes chansons, il allait falloir les chanter, oui. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. C'est votre beau-père, parce que bon, quand mon beau-père vos parents se sont séparés, Sylvie est allée vivre à Los Angeles avec Tony Scotty, Scotty Records. Et donc c'est lui qui vous a dit il faut que tu chantes et qui vous a fait prendre des cours de chant. Exact, ouais. Voilà. J'en ai pris pendant 6-7 ans, pratiquement tous les jours. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à aimer chanter, quoi. Alors, vous vouliez changer de nom à un moment, parce que vous dites quand même David Hallyday, c'est un nom difficile à porter. Et Johnny vous a dit, si tu fais le même métier, garde-le, ça me fera plaisir. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ce qu'il m'a dit. C'est un regret d'avoir gardé votre... Ah, pas du tout, non, je suis
super fier de mon nom, non, pas du tout, Ouais. au contraire. Parce que vous dites Non, c'est mais que t'es c'est qu'à bon, un t'es moment mauvais. donné, oui. Ah oui, oui, oui. Bah, de toute manière, tout ce qui, les choses qui valent vraiment la peine, ce sont toujours des obstacles, toujours difficiles, des obstacles difficiles à franchir. Donc c'est vrai que moi, la difficulté ne me fait pas peur. Et puis bon, c'est quelque chose que j'assume maintenant et puis dont je suis très fier. Donc c'est un peu comme un héritage. Je me sens comme ça. Je suis très fier de mes parents. Alors, vous savez, moi je suis assez vieux pour vous avoir vu naître. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai, bien sûr. Bah, attendez, je suis né en 49, lui, vous êtes né en 47, vous? Oui. Hein? Ouais. Donc c'est vrai que votre naissance, je sais pas, vous vous en souvenez pas évidemment, mais c'était un événement. c'est vrai. Ça a été un événement très très important. Votre mère, en 65, elle voulait pas d'enfant. Elle aurait préféré 3 ans plus tard. Elle aurait préféré en 68. Elle trouvait que c'était un peu tôt. Vous ne saviez pas ça? Non, mais bon. Mais je vais vous raconter votre vie, David. Et alors en 66, donc elle s'est retrouvée enceinte. Elle a dit si c'est un garçon, ça sera David. Et vous savez pourquoi vous avez été appelé David? Non, je ne sais pas, non plus. Vous avez bien fait de venir, finalement. Je sais qu'elle voulait une fille, mais c'est tout Oui. ce que je savais. Alors, elle vous a appelé David parce que quand elle était petite, elle lisait David Copperfield. Ah. Voilà, donc elle aimait bien David Copperfield parce que... D'où la coupe de cheveux que voilà, j'ai gardée. d'où la coupe que vous aviez. Elle disait c'est un gosse tout mignon avec des yeux bleus et un bout du nez un peu sale. Ouais. Et vous êtes tout mignon Ouais, depuis, avec des yeux bleus, mais vous avez le nez propre. Oui. Alors votre mère, elle voulait que vous appeliez David Smet. Oui, mais je m'appelle David. Vous appelez David Smet? Oui. Parce qu'en J'ai fait, les elle deux trouvait noms, que mais- ça faisait moins gosse de vedette de s'appeler Smet comme Johnny, comme le vrai nom de Johnny. Et elle disait, je veux qu'il ait une vraie vie d'enfant. Vous avez une vraie vie d'enfant? C'est formidable, j'apprends tellement de choses. Mais non, mais ce soir. vous venez chez moi, je vous raconte votre vie. Bulleté, tout à l'heure, je vous racontais la sienne. Ouais. Il n'y a que celle de Dieudo qui est plus... Vous n'avez pas interrogé ma mère. J'ai pas encore eu votre mère au téléphone. Ah bon, David, c'est toi qui as droit à ce genre de renseignements. C'est vrai qu'elle aura certainement eu des choses, mais peut-être moins. Ma mère était moins connue, beaucoup moins connue. Que Sylvie? Ah oui, et mon père aussi. Votre père aussi. Enfin bon, on est c'est pas pour ça que je suis moins bien. Hein, je veux dire. Ah, vous êtes bien aussi, là. Et c'est d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne peut plus souffrir. Voilà. Non, c'est bien ça. Hein, Ah, vous pouvez il le est bien, remettre ce chant-là. très régulièrement. Vous pouvez le remettre. Voilà. Et vous pouvez même vous en servir comme jingle de votre émission. Mais je pense qu'on va le garder comme générique, d'ailleurs. Vous savez ce qu'elle voulait que vous deveniez, votre maman, quand vous étiez petit, David? Architecte, non? Non. Non, je sais pas. En tout cas, c'est râpé. Hein. Oui, ça, c'est clair. Non, elle a déclaré tout ça, c'est des trucs évidemment vrais, ça a été retrouvé dans la presse. Elle disait, moi j'aimerais qu'il devienne médecin ou marin. Oh. Mais pas chanteur. Marin, ouais. Mais pas chanteur. Marin, ça m'étonne quand même. Ouais. Médecin, je peux comprendre. Oui, marin, parce que comme elle est très maman poule, faut bien le dire, avec vous, elle a été Ouais. très maman poule. Ça a hyper protégé, Sylvie Vartan, non? Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. Quoi. Bah si, parce Elle que les déteste le marins, bateau, c'est un donc déjà, métier à je sais risque, marin, quand même. Pardon? Marin, c'est un métier à risque. Oui, c'est vrai. Bon, on l'a vu dernièrement J'imagine. encore. Hein, ouais. Ouais, Alors, elle voulait pas que vous soyez chanteur. Visiblement, non. Alors, j'ai retrouvé en 66, le 17 août 66, votre thème astral dans François. Ah, d'accord. Et ça, je crois que ça va défriser tous les gens qui croyaient encore un petit peu à l'astrologie, parce que voilà ce que disaient les astrologues au sujet de David. Ils disaient, au moment de votre naissance, ils disaient, David sera remarquablement chanceux. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Prometteur d'un destin exceptionnel. C'est bien parti. Mais il n'apparaît pas qu'il suive un jour la carrière de ses parents. Ah. Donc, planté. Alors, vous avez été baptisé. Alors, ça aussi, c'est un événement extraordinaire. Vous en souvenez pas de ça, vous? Non plus. Mais extraordinaire, à C'est terrible, Leconville. Ouais. On vous l'a raconté quand même. Il n'y a Non, pas de du film, tout, il n'y a en rien, plus. non? Non, il n'y a rien, non. C'est Jean-Pierre Bloch, votre parrain. Vous le Oui. connaissez, vous, Jean-Pierre Ah Bloch? oui, bah oui, je connais. Hein? Ouais, vous le connaissez. Et il n'y avait pas de photos. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on ne vous en parle pas beaucoup, parce que les photographes étaient interdits. Il y a une chanson à l'époque qui parlait de vous. Vous voulez que je vous la fasse écouter? C'est le roi David. Le c'est ça roi David. Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David a pour moi ouvert les portes du bonheur. Le roi David n'est pas plus heureux qu'un roi quand il vient se blottir en front. Le roi David, mesdames, messieurs, il est là. Là. Vous avez été célèbre avant même de faire quoi que ce soit. La base rythmique de cette chanson est formidable. Je ne sais pas si Ouais. vous avez remarqué. Oui. Pardon? Oui. C'est pas la meilleure chanson, hein. Ah non, pas du tout. Ah bon? Non, j'étais sérieux. Non, vous étiez sérieux? Ouais, j'étais sérieux. Ouais. Bon, on va juste écouter un petit bout, là. Ouais. Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David a pour moi ouvert les portes du
pouvez pas la reprendre, là? Alors, on a reçu Estelle ici l'année dernière. C'est très bien passé. Elle vous a pas dit qu'on a été méchant avec elle, non? Ça a été... Non, non, non. Hein, non, c'est très bien passé. Visiblement. Vous la trouvez comment à la télé comme animatrice? Très bien, je trouve qu'elle a fait beaucoup de progrès depuis sa première émission. Je trouve qu'elle s'en sort vachement bien parce que c'est pas évident quoi, de passer à la télé. Moi-même, parler à la télé, ça n'a jamais été vraiment trop mon truc et je trouve que c'est vraiment un métier très très difficile. Donc je trouve qu'elle s'en sort bien. Oui, elle s'en sort bien. Vous aimiez pas mieux l'émission de l'année dernière que celle de cette année, non? J'ai pas eu le temps vraiment d'analyser celle de cette année, mais je vais le faire maintenant. Je reviendrai pour te dire. Il est un peu comme Bulté quand même, hein, il est diplomate, c'est bien. Bien, la télé rend fou, vous pensez que ça va la rendre folle, non? J'espère pas. Ouais. Jusqu'à présent, vous avez noté un grain de folie? Un grain de folie supplémentaire, non? Non, mais on a tous un peu notre grain de folie à nous. Je pense que ça fait partie de donner, bien comprendre ce genre de choses. Quand on est artiste, on est un petit peu différent, je pense. On aime, vous la trouvez pousser pas, la télé à l'extrême. N'a pas changé, l'a pas... Ah non, de ce côté-là, non. Bien. Non. Vous allez rester avec nous, là? Avec plaisir. Hein? Donc, ce qu'on va entendre après, c'est ça. Alors, vous êtes à l'Olympia le 21-22 mars, c'est ça, non? Le 21 et le 22 mars, oui. Bien. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Alors, je reçois maintenant un auteur qui a défrayé la chronique lors de cette rentrée littéraire, qui s'appelle Christine Angot et qui a écrit L'inceste, c'est chez Stock. Bonsoir. Michel Bulté, le meilleur ami de Jean Tibéry. Bonsoir. David Hallyday, le chanteur de Tu ne m'as pas laissé le temps. Clémentine Célérier, qui est venue amicalement ce soir. Et Dieudonné, qui sera le premier président de la République métis en France. Christine Angot. Alors j'ai montré votre livre à la caméra, je vais enlever votre photo puisque vous êtes là de toute façon, donc c'est pas la peine que je laisse la photo sur la couverture, c'est un peu ridicule. Voilà. C'est sérieux la couverture, hein, c'est... Voilà. Zoom, mon garçon, voilà. Bon, vous voulez... Est-ce qu'il faut pour nos amis téléspectateurs que vous résumiez un petit peu le bouquin, même si c'est pas facile? Vous diriez quoi, vous? M'obligez pas à le faire, Christine. Déjà, si je pouvais le dire comme ça en 3 secondes ou en 3 mois... C'était pas la peine d'écrire de 250 pages. Oui, c'était pas la peine, quoi. C'était pas la peine. Ce qu'il y a à écrire, c'est justement... C'est ce que les gens peuvent pas comprendre. C'est ce qu'à un moment donné, on essaye d'expliquer à quelqu'un ou à plusieurs personnes à la suite ou à plusieurs personnes ensemble, et puis on se rend bien compte qu'ils captent rien, vraiment rien. Donc là, comme au bout d'un moment, c'est quand même un peu insupportable de se dire, ça passe pas. Donc c'est là qu'il faut écrire. Donc voilà. Donc, vous voulez que je fasse le travail idiot de résumer votre bouquin finalement? Il va être idiot. C'est obligatoirement idiot de résumer un bouquin, je ne sais pas combien il fait, 200 et quelques pages. Non, mais c'est vrai que donc, vous racontez c'est très difficile vous racontez votre inceste? Non. Voilà, j'étais sûr que vous allez me répondre ça. Et votre rupture avec une femme aimée pendant 3 mois? Non. Eh ben voilà, j'en étais sûr. Oui, c'est normal. Non, parce que si vous voulez, c'est déjà sur la manière de dire, mais bon, c'est... C'est racoleur, vous trouvez? Non, pas du tout. Non, c'est pas la question d'être racoleur. C'est... Enfin, je sais pas... Ça n'a pas tellement d'importance que... Je sais pas si c'est racoleur ou pas racoleur, c'est pas tellement l'histoire. C'est de dire que je raconte mon inceste comme si j'avais déjà un inceste qui m'appartenait et comme si ensuite je m'amusais à le raconter. Comme si on pouvait raconter les choses. Or, moi, je raconte rien. J'écris. Et je ne suis pas quelqu'un qui écrit quelque chose, je suis quelqu'un qui écrit, déjà. Donc je ne peux pas écrire un inceste, encore moins le mien, et je ne peux pas écrire une rupture. Enfin, j'écris. Et puis à partir de là, il y a des choses qui, devant une machine, qui sont là. Et puis, et tout ce qui est... J'écris moi.
J'écris moi. Mais c'est pas la même chose que de dire je raconte moi, par exemple. Vous Ça, je suivez pourrais pas le Bulleté, dire. là Oui, je suis. Moi, je suis, franchement. C'est pas compliqué, ce que... Ah non, je dis pas que c'est compliqué. J'ai pas lu le bouquin, pas mais je veux dire, compliqué. ça me donne envie de le lire. Ouais. Non, c'est vrai. Mais elle habite pas dans le 19e. Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, non, mais. Là, vous n'êtes pas obligé de dire ça. Oui, mais c'est fort. Non, mais laissez tomber, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que l'écriture, c'est une aventure, en fait. C'est On commence fort, à écrire. surtout son bouquin, ouais. On commence. L'idée de l'aventure, c'est un mot qui me va bien, de dire ça, par exemple, que c'est une aventure. Et d'autant que c'est une aventure qui concerne la personne qui écrit, l'écriture, mais c'est aussi une aventure qui concerne ceux qui sont en mesure de recevoir ou de ne pas recevoir. Donc c'est aussi une aventure, un moment qui devient collective. Et voilà ce que je pourrais en dire. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être mon truc, mon machin, mon inceste, ma rupture, même mon livre. Ben nous voilà bien. C'est bien ton disque, David, qu'on a écouté tout à l'heure. Tu me rassures. Non mais il faut être au moins deux, quoi, pour qu'il y ait un livre. Quoi. Ouais. Donc je ne peux pas être seule. Non, c'est quoi alors C'est quoi alors Qu'est-ce qu'on peut dire Il y a à la fois cet inceste. dire- Alors non, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on appelle l'autographie, c'est-à-dire que vous Ouais, mettez. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Aïe, 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 ben c'est bonsoir. Mais non, mais c'est parce que j'ai des difficultés avec tout. Ouais. Donc, c'est normal. Ouais. Donc, si vous voulez, quand on dit autographie ou autofiction, etc., ça veut dire aussi qu'on se prend pour personnage. Bah, c'est quand même un peu vrai. C'est-à-dire que vous avez choisi un personnage qui s'appelle comme vous, Christine Angot. Regardez, la seule chose, c'est que il y a pas de je suis pas un personnage. Je suis pas un personnage. C'est pour ça que c'est difficile pour moi, là, maintenant. Parce que, en fait, il y a juste la langue qui raconte quelque chose. C'est juste du langage. C'est juste dit. C'est juste dire. Donc, c'est pas un personnage. Sinon, moi, je serais un personnage. C'est ça, c'est pas possible. Je peux pas, moi, me réduire à un personnage. C'est pas possible. Parce que ce serait réducteur. Ça serait un double, ce serait comme si je me dédoublais. Or, je me dédouble pas du tout. Il y a quelque chose, au contraire, qui s'étend dans le livre. Vous suivez, Dieudonné? Ah bah ouais, complètement. Bien sûr. Moi, je comprends parce que la pudeur, j'aime bien cette pudeur, moi, parce que c'est... parler, c'est briser un silence. Et là, en l'occurrence, une œuvre personnelle... c'est vrai que ça doit être très difficile de venir en parler. Ça doit être. Allez, on peut dire quand même. Non, mais. Non, moi, c'est pas difficile. On peut dire quand même que, bon, vous racontez à la fois une aventure qui a duré 3 mois, une aventure homosexuelle qui a duré 3 mois. Vous essayez. Allez, disons-le. Disons-le quand même, non, je sais pas, parce que sinon, j'ai pas lu le bouquin. Et que vous racontez, le récit s'entrecroise avec le récit d'un inceste. Ouais. On peut dire ça quand même. Oui. Enfin, c'est des histoires de mots, de dire de récits, de trucs comme ça. Mais on va pas revenir sur tout parce que sinon ce serait trop compliqué. Mais oui, il y a effectivement un moment, une association qui est faite entre le terme d'inceste et entre le terme d'homosexualité. Et puis Noël au milieu qui est là. Oui. La fête de Noël qui est là au milieu. Voilà. Donc c'est vrai que ça vient se rencontrer, l'inceste et l'homosexualité, dans ce livre. Mais en fait, quand on lit le bouquin, on se demande d'abord si c'est de la fiction, si c'est de l'autofiction. Si c'est du témoignage, on n'en sait rien en fait. C'est ce qui fait le charme du livre en plus. Ça, je vous le concède aisément. Non, mais du témoignage, ça, alors là, vous vous doutez bien que c'est la dernière chose qui puisse, enfin non, quoi, que vraiment non, parce que sinon c'est pas possible. Parce que sinon, pourquoi c'est pas possible? Parce que sinon il n'y a pas d'écrivain. Un écrivain, c'est pas un témoin de rien du tout. C'est juste un écrivain. Mais quand on voit une fille dans le bouquin qui s'appelle comme vous et qui est vous et qui avoue ce qui est avoué dans ce bouquin, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vécu ou pas? Ah mais ça, c'est pas... La question n'est pas là. La question, c'est de dire que c'est de la littérature. C'est tout. Puisque vous êtes venu, en fait, à l'émission, peut-être, si je peux me permettre de... Voilà, c'était de... Alors, qu'est-ce que vous auriez à nous dire de ce livre? Écoutez... C'est même pas agressif. Non, même pas agressif, mais vous savez, pour faire rire. C'est même pas. C'est ça que je vais vous demander. Mais écoutez, c'est très simple. Tout à l'heure, en attendant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce livre? Je ne sais, je sais pas. Et je disais
aux personnes qui m'ont accompagnée, je disais, mais c'est pas compliqué, je vais m'appuyer sur les questions qu'il va me poser. Il va bien me poser des questions. Et donc je m'appuie sur les questions qu'il me pose. Je pose pas de questions. Je m'appuie sur les questions qu'il me pose. Voilà, c'est la meilleure chose à faire parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est du discours qui peut être politique ou qui peut être littéraire. Et tout d'un coup, on dit, moi j'ai un truc à balancer, je le balance. Bon voilà, et mon livre c'est tac, 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 je le balance, il faut que je fasse passer ce message. Or, il n'y a pas de message. Il y a une seule chose possible, à mon avis, si effectivement on vient à la radio, à la télévision, n'importe où, c'est de voir ce que la personne qui peut poser une question ou une autre personne peut envoyer et ce qu'on peut... et voilà, à partir de là, ce qui peut être... Vous avez de communiquer quelque chose quand même dans ce que vous avez écrit. Ah, la communication, l'écriture, c'est pas la même chose. De donner alors quelque chose. Ah, de donner, oui. Oui, voilà, c'est ça. Ah, la question mais vous avez du mal à le formuler. La question, en vous trouvez que je formule pas bien? Non, Si, non, non, non. Non, c'est clair. Non, C'est un peu pudique. C'est méthodique, c'est-à-dire que vous êtes... Il y a une sorte de rigueur. Alors, essayez d'être vraiment très précis sur exactement ce que vous avez envie de dire. Alors, vous avez une précision. Non, mais moi, j'ai rien envie de dire. C'est surtout votre précision. ne rien envie de faire dire. comprendre et pas dire. Ne rien dire, mais c'est ça. Il faut vous surtout. parlez tout à l'heure de briser le silence. Il y a rien à Briser dire. même le silence. Il y a rien à. Ah oui. Vous brisez. Ah mais pour briser le silence, il ne faut rien dire. Voilà. Il faut parler. Il faut parler. Oui. C'est pas la même chose. C'est ce que vous faites, vous parlez. C'est pas Bien, la même alors, chose. non, Christine, page 26, on va être... Page 26. Vous me demandez, attendez, il m'a demandé un truc intéressant. Ah, dites-moi alors, ça tombe bien, c'est pas comme moi. Il m'a demandé si je pensais écrire un autre livre. Oui. Il m'a demandé ça. Non, mais Ah, c'est tout vulté, ça. Hein? Je vous pose... Non, mais c'est mon 8e livre. Mais j'ai jamais dit que c'était le premier. Je vous demande si vous voulez en écrire un autre. Il s'en sort bien. Ah, il s'en sort bien. Mais il y en a déjà un. Mais il y en a déjà un qui est en train de s'écrire, bien sûr. Ouais. Bah ouais. Non, C'est mais clair. moi ça me Non, mais dérange c'est clair. pas que vous réagissiez comme ça. Moi j'ai invité souvent Eric et Ramsey dans l'émission, c'est pareil. Hein. Je sais pas qui c'est. Vous savez pas? Bien, alors, non, vous dites page 26, parce que c'est là où quand même il y a des questions que votre livre soulève en dehors de la qualité du texte, la qualité littéraire. Vous dites page 26, moi-même à 14 ans je voulais devenir écrivain. Je voulais démarrer très fort. J'ai pensé à l'inceste. J'ai séduit mon père. Donc voilà, je veux dire, on se demande, c'est pour ça qu'on se demande, on se dit, est-ce que c'est du marketing, est-ce que c'est du... moi je me le demande, oui, moi je suis un garçon. Est-ce que c'est de la création littéraire, est-ce que c'est de la réalité? Ça pose la question alors du marketing, est-ce que si on veut vendre vraiment quelque chose, pourquoi pas alors finalement? Peut-être que de vivre l'inceste, c'est une bonne méthode de marketing. Oui. Ça, c'est une vraie question qui se pose, je la pose. Oui alors posons-la. Posez la question. Posons-la. Il est rare d'avoir dans un bouquin quelqu'un qui dit moi j'ai c'est de l'humour, c'est de l'humour. L'inceste? Non, cette phrase. Thierry, je sais pas, pour vous peut-être, mais enfin non, ça me choque ce que vous venez de faire. Pour vous les monarchistes, c'est de l'humour l'inceste. Cette phrase, ça peut être de l'humour. Oui. Je voulais démarrer. Disons que c'est, si vous voulez, c'est simplement cette phrase-là, je me dis, ben voilà, je vais dire ça, comme ça ils le diront pas. Mais ils le disent. On est même. con. Non, mais c'est vrai que on peut se poser la question aussi c'est effectivement de l'argent, quoi, du business. Quoi. Ah, vous avez raison, c'est vrai. Une entreprise qui est faite autour d'un thème qui... Non, on peut pas se la poser. Franchement, on peut pas se la poser. Qu'on se la pose, que des gens se la posent. Non, mais que les gens, je parle de ces gens. Ça en dit long. Oui. Ça en dit long sur les gens. Des gens qui franchement, produisent votre travail. Imaginez une seconde qu'une fille qui a 14 ans va se dire tiens, c'est un super plan, je vais séduire mon père. Et puis 20 ans après, j'écrirai un livre, ça s'appellera L'inceste et ça va se vendre à 50 000 exemplaires si mon éditeur fait bien son travail. Il le fait bien. Il le fait parce qu'il a un livre qui lui permet de le faire. Mais cette phrase est drôle. Moi, je trouve que c'est une réplique amusante, parce que c'est évidemment terrible. Moi, je sais que... Tiens, je vais vous dire une phrase du livre. Sur alors, par exemple, je fais un peu de marketing, là. Il y a une description d'un cunilingus, page 27, formidable. Page, ça, je vous laisse le découvrir dans le livre. Page 64, j'ai léché, moi... C'est quand vous êtes avec la fille, là. J'ai léché, moi, cette mère dont l'enfant est une chienne. Elle est bien, cette phrase. Elle est bien, cette phrase. Je suis folle, vraiment folle. Je ne toucherai qu'un petit public de détraqués dans mon genre si je continue. Je toucherai qu'un petit public de détraqués. Mon petit public de détraqués, c'est ma bouée. Voilà. Et vous savez, j'ai reçu, parmi les lettres que j'ai reçues ces derniers temps, j'ai reçu une lettre absolument magnifique
où il n'y avait pas du tout d'adresse et de téléphone ni rien pour que je réponde, et où il y avait juste marqué, donc où la phrase était « Mon petit public des détraqués, c'est ma bouée », là dans le livre, celle que vous avez citée, et la personne qui me répond m'envoie sur une lettre, juste comme ça, « Christine, je suis un morceau de votre bouée ». Ah, c'est bien. Ah ben c'est super. C'est super. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Là, votre petit public de détraqués, quand même, ça fait quoi, 50 000 personnes, là, pour le moment, qui l'ont acheté, non? Mais il y a beaucoup de détraqués, Il y a on beaucoup de s'aperçoit. détraqués, hein. Quelle bouée! Hein, c'est Giono? une énorme bouée. C'est une énorme bouée, oui. C'est le Titanic, j'ai un truc. Alors, non, mais après, pardon. je vais pas lire tout le bouquin, mais enfin, c'est vrai qu'il y a cette relation donc, par téléphone. Alors, il y a quand même page 206, là, quand même, c'est violent. Allez-y. Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Hein. Il l'a sodomisé. Seulement après, il allait à la pharmacie acheter de la vaseline. Je voudrais savoir ce qui fait rire David Hallyday. Clémentine Sélarié. Ouais. Non, Ah bon j'ai ri. Non, j'ai ri. Bah, c'est parce qu'elle s'appelle Clémentine. Parce que non les gens ont ri, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi, parce que je m'appelle Clémentine. Et je ah, m'appelle d'accord. Ah oui, mais voyez, mais... Son père l'a forcé à Honnêtement, j'y ai manger pas des pensé. clémentines sur son sexe. Non, mais C'est pour ça que vous êtes marré. Non, je me suis marrée parce que j'ai entendu les gens rigoler, parce que je me suis dit, tiens... Oui, elle aurait mis mon arrêt, on n'en parlerait déjà plus. Mais oui, voilà. Voilà, d'accord, on continue. Donc voilà, donc c'est vrai que... On rigole des fois souvent de choses qu'on ne comprend pas aussi. Donc, Là, c'est non, le mais cas. c'est vrai. Non, mais c'est un sujet quand même délicat. Et vous terminez, alors non, c'est pas vous terminez, c'est page 202, c'est 4 pages avant. L'inceste est vraiment le livre où je me présente comme une grosse merde. Tout écrivain doit le faire au moins une fois dans sa vie, après on verra. Ça veut dire quoi, ça? Après, vous dites que c'est pas vous. Ça veut dire... Bon, déjà, si vous lisez jusqu'à la fin du paragraphe, il y a quelque chose qui dément immédiatement ça. Parce que ça ne sert à rien de dire des choses si on ne les dément pas après. Parce que les choses ne sont jamais comme ça rigoureuses et vraies. Comme ça, les opinions, ça n'existe pas. Alors votre éditeur Jean-Marc Roberts dit, en parlant de vous bien entendu, elle veut être célèbre, Christine, et j'ai tellement envie qu'elle le soit. Vous avez envie d'être célèbre? Lui, il a envie, c'est normal, c'est votre éditeur, parce que bon, on sait bien que l'éditeur, quand l'auteur touche 10 francs, il en touche 90. Mais vous, vous avez vraiment envie d'être célèbre? Moi, j'ai envie, depuis que j'écris, enfin ça fait 15 ans, et puis depuis mon premier livre qui est sorti il y a 10 ans, j'ai envie de pouvoir continuer à écrire, et j'ai envie de surnager. J'ai envie que cette bouée-là, elle me permette de surnager. Et donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de la célébrité, c'est qu'on n'est pas tout seul, vraiment. Et qu'il y ait 150 lecteurs, ou qu'il y en ait 50 000, mais ça change énormément les choses. Énormément. Ça agrandit la bouée. Ça agrandit la bouée, ça fait que même si vous dites exactement les mêmes choses qu'avant, on fait au moins semblant de vous écouter. Donc bon. Remarquez, on serait dans un bistrot tous les deux soirs, je l'écouterais aussi, parce que vous êtes assez rare. Non. Ah si. Moi, depuis Modiano, j'avais pas vu un auteur comme ça, dont j'avais du mal à saisir les choses. Les autres sont assez faciles à... C'est-à-dire qu'elle vous dit souvent non. Non. Oui, non. Elle dit non. Non, C'est mais rare les gens se mettent pour ça. Non. Cela dit, C'est rare les gens qui disent non. Mais moi, Modiano, ça pouvait que me faire plaisir, j'aime beaucoup. Depuis que vous êtes arrivé sur le plateau, vous n'avez pas souri, même ri une seule fois. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait rire? On vous sent... Tout le monde en parle, c'est une émission qui me fait rêver, oui. C'est pour ça que vous êtes là? C'était de l'humour, j'imagine. Ouais, moi, je l'ai pris au premier degré quand on fait des... Non, attendez. Non, je vais vous dire un truc. Moi, quand on fait des compliments, je les prends au premier degré. Ah oui, bah oui. C'était au premier degré ou... Non, c'était marrant. Non, elle va dire. Elle dit toujours non. Non, c'est pas ça, mais La femme si qui vous dit voulez, toujours non. la question de l'homme qui vous dit n'avez non. pas ri, non, mais c'est invraisemblable, ce genre de question. Non, mais Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Enfin, vous voyez, c'est le genre de truc. Mais bon, non, mais on vous sent assez, Assez pudique, quoi assez figé. Et moi, c'est la question. Figé? Vous trouvez que je suis figée? Bah là, non, ça y est, tout d'un coup, ça vient. Grâce à vous. Je sais pas si c'est grâce à moi, magique. Eh, moi, je vais vous dire un truc, Christine, sérieusement. Ce bouquin est vraiment été destiné, je dis pas vous l'avez fait sciemment, mais en tous les cas, votre éditeur, quand il a vu arriver, il a vu tout de suite. Ce livre était destiné à faire le scandale de la rentrée, etc. Et finalement, toute la critique
a chanté ses louanges. Tout le monde a dit c'est formidable, Christine Angot. Ah si, vous savez bien. Enfin, tous les gens branchés, les rock, Technica, enfin les gens qui font l'opinion, Libération, je ne parle pas des autres. Mais ceux qui comptent vraiment, on dit c'est formidable. Bon, est-ce que c'est pas un peu gênant finalement pour vous d'avoir été accepté aussi facilement par cette critique qui d'habitude est si dure avec les auteurs? Je vais vous dire quelque chose. Bon, il y a cette espèce de chose-là que vous dites qui est juste, ça aurait pu être gênant, je ne sais pas quoi, etc. Bon. Et puis, il y a la grande question qu'on m'a posée sans arrêt. Les meilleurs amis, en général, le disent. Attention quand ça va retomber. Ouais. Je vais vous demander une chose. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, maintenant vous vous êtes transformé un peu en vedette de la télévision. Il y a un côté médiatique dans tout ça, un peu phénomène de foire. Et pendant ce temps-là, Amélie Nothomb, qui, elle, avec son chapeau et son côté belge, je dis rien contre les Belges, hein, mais avec son côté belge, finalement, c'est elle qui passe pour l'écrivaine. Ça vous embête pas, ça? Alors que je pense que vous êtes, bien entendu, beaucoup. Mais tout le monde pense comme vous. D'accord. Évidemment. Bien. Alors, on va baisser la lumière. Vous inquiétez pas, hein, Christine, on baisse la lumière. On bouge pas. Voilà. Alors, je vais vous faire, vous savez, le portrait chinois. Vous connaissez le portrait chinois? Bah, expliquez-moi. Le portrait chinois, c'est si t'étais une fleur, je serais un myosotis. Si j'étais un homme politique, je serais Michel Bulté, tout ça. Moi, je vais vous faire un anti-portrait chinois. Ouais. Si vous étiez un défaut, vous seriez quoi comme défaut? Elle va avoir beaucoup de difficultés. Hein. Je sais pas. L'indécision. Ah oui. Voilà. Si vous étiez une maladie. Une maladie, ce serait forcément une maladie de sang. Ah oui. Si vous étiez un dictateur. Ah ben ce serait Hitler, forcément. Si vous étiez un vice. La vertu. Bonne réponse. Si vous étiez un supplice. La conversation. Si vous étiez une humiliation. Si j'étais une humiliation, ce serait victime. Qu'on me dise que je suis une victime, ça ce serait terrible. Et une infirmité pour finir? Si vous étiez une infirmité, quelle infirmité seriez-vous? Oh je suis une infirmité. Très bien, on peut rallumer la lumière. Vous voyez quand vous voulez. Bien, vous restez là, tout le monde reste là. J'accueille notre invité suivant, Arnaud Klarsfeld. Christine, vous partez? Vous avez quelque chose contre Arnaud Klarsfeld? Non, mais j'ai un truc à faire. Écoutez, allez-y si vous voulez. C'est vrai, il est tard, on peut vous comprendre. Arnaud Klarsfeld, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le fils de Serge Klarsfeld et de Béate Klarsfeld. Et Merci, finalement, ça m'épargne des recherches génétiques. Voilà, oui, on peut toujours les faire, mais enfin, à mon avis, vous retomberez là-dessus. Non, je sais pas, je regardais un petit peu votre vie en préparant cette interview. En fait, on vous voit comme ça, un peu Wonder Boy, séduisant, réussissant tout ce qu'il fait, etc. Et en fait, vous avez une enfance assez agitée, une enfance assez troublée. Ouais. Je sais pas, par exemple. Dire par troublé. Je sais pas, quand votre mère giflait le chancelier Kissinger, vous étiez dans le couffin, par exemple. J'avais 2 ans, ouais. J'étais déjà en Allemagne avec elle. Ouais. Ouais. Enfin, si vous alliez comme ça en Allemagne, les petites gares le matin pour lutter contre les criminels de guerre nazis, je sais pas, c'est pas une vie simple quand on est un enfant, non? Non, oui et non. C'est-à-dire j'ai accompagné ma mère comme Balthazar accompagne la sienne. Il y a eu des menaces à la bombe quand vous étiez petit. Oui, il y a eu la voiture qui a explosé, un colis TG, ouais. Bah oui, je sais pas, non. Enfin, ça va, je suis pas... Ça vous a pas marqué outre mesure? Non, j'ai pas... le colis a pas sauté. Vous vouliez devenir archéologue quand vous étiez petit, pourquoi? Parce que j'aimais bien l'antiquité gréco-latine. Ah ouais? Il n'y avait pas encore Indiana Jones à l'époque, c'était juste un truc comme ça, quoi. Ouais. J'aime bien Indiana Jones aussi. Avocat, c'est pas votre réelle vocation? Moi, je savais rien faire après le bac, donc je suis devenu avocat. Voilà. Comme votre père, d'ailleurs, qui n'avait pas plus la vocation que vous. Non, il est historien, lui, plutôt. Oui, au départ, c'est un historien, oui. Alors, là aussi, je veux dire, vous avez cette image comme ça, quelqu'un à qui tout réussit, assez... Puis finalement, vous avez non seulement été avocat en France, mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous avez été reçu au barreau de New York, au barreau de Los Angeles, vous avez été premier au concours à New York. Ouais, j'ai travaillé pour une fois. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Il est sympa ce soir. Hein. Je fais son panégyrique. Vous le connaissez, Arnaud?
Oui, on fait du sport dans la même salle. Ah d'accord. Expliquez-moi là. On fait du Non, sport, on fait du c'est-à-dire sport dans la même que salle. lui il Ah court bon. comme un fou sur un tapis roulant et moi je suis sur un Stairmaster avec Walkman sur les oreilles. Il court comme un fou sur un tapis Ah roulant. Ouais, moi, je suis triathlon, c'est pour ça. Et vous avez un côté quand même un peu fondu là. En 87, vous allez dans un meeting du Front National, ça fera plaisir à Dieudonné. Vous mettez un t-shirt avec marqué Le Pen nazi, vous hurlez Le Pen nazi. Bah, c'était après qu'il ait dit que l'Holocauste était un point de détail de la Seconde Guerre Non, mais je ne vous mondiale. reproche pas de l'avoir fait. Non, mais simplement, c'est quand même. J'explique à quel moment je l'ai fait. C'est comme aller à Barbès et crier sale nègre, le sketch des inconnus, quoi. On est sûr de se faire casser la gueule. Quoi. Ouais, c'était dans Die Hard numéro 3 quand il est. Oui, ça y est aussi, oui. Ouais, mais enfin, c'est parce que c'est pas le tout de faire des manifestations devant des publics convaincus. Il faut aussi prendre des risques. C'est-à-dire s'engager, c'est prendre des risques. C'est pas simplement parler à la télévision et dire Le Pen est méchant. Et ça a servi à quoi d'aller dans un meeting du Front National avec marqué Le Pen nazi, comme David il a écrit Tokyo. Bon voilà. Ben, ça montre, un, qu'on n'a pas peur de l'ennemi, deux, qu'on est prêt à s'engager pour une cause. Donc c'est important pour soi-même et pour se former. Voilà. Enfin, j'étais formé, quoi. Parce que les coups que j'ai pris. Mais... Vous avez pris des coups? Ouais, j'étais passé à tabac, ouais. Ah bon? Bah ouais, quand même. Il l'a pas apprécié. Vous n'êtes pas parti en courant et vous en... Si, mais ils m'ont pris derrière, ils m'ont tapé pendant 5 minutes, 10 minutes. Ah oui, d'accord. Alors là où on a commencé à entendre beaucoup parler de vous, c'est au procès, au moment du procès Touvier en 94, vous avez 27 ans, donc c'est pas vieux, hein? Ouais, c'est pas tout jeune, c'est pas vieux. Ouais. Alors déjà, là, vous êtes arrivé avec des Santiago au tribunal. Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas, elle m'a fait un joli sourire, alors Non, il était en train de lire sa bande dessinée. Vous êtes là pour draguer les invités, vous. Il est en train de lire sa bande dessinée, je drague pas, je constate, c'est tout. Je constate. Bah, dès qu'on parle pas de son spectacle, il s'en fout, lui. Non, mais comme vous passez sur des choses qui se sont déjà passées, si vous voulez. J'essaye. Dès qu'on va arriver dans l'actualité, je fais mon travail. Je fais mon travail. J'explique parce que les téléspectateurs. Moi, je suis pendu, je suis suspendu. Non, mais c'est pas ça. C'est que les téléspectateurs voient toujours Arnaud Klarsfeld arriver dans des procès sur des patins à roulettes avec sa robe d'avocat dans un sac à dos. Et j'essayais d'expliquer aux gens que finalement, c'est quelqu'un qui a travaillé, voilà, c'est tout. Oui, je suis un garçon sérieux. Voilà, vous êtes un garçon sérieux, voilà. C'est vrai que les top modèles, ça n'a pas aidé votre réputation de garçon sérieux. Mais c'est sa vie, les top modèles, pourquoi? Mais c'est pas sa vie. À partir du moment où il fait un bouquin qui raconte sa vie, qui s'appelle Les dieux ne songent qu'à dormir, et il raconte sa vie amoureuse, c'est plus sa vie privée. À partir du moment où c'est dans le journal. Non, je savais c'est pas plus... ça. Voilà. Ça vous embête que je vous parle de vos relations avec Carla Bruni, avec les top modèles? Vous avez écrit un bouquin là-dessus, vous en C'est foutez? pas un bouquin là-dessus, d'ailleurs. Hein? C'est pas un bouquin là-dessus. Enfin, le héros, il a vos initiales, l'héroïne, elle a les siennes. Ouais, peut-être un peu. Mais... Vous pensez pas que ça peut desservir la cause que vous défendez? Bah, ça n'a pas desservi. Parce ça peut aider la cause que vous attaquez. Ça n'a pas desservi, puisque au procès Papon, j'ai demandé 10 ans, on a eu 10 ans, alors que tout le monde voulait ou la perpétuité ou l'acquittement. Oui, vous avez donc, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas desservi quoi que ce soit. J'arrivais pas au palais en roller, j'arrivais au café qui était à 150 mètres du palais en roller. Alors, bon, non, mais moi, je trouve ça super rigolo, au contraire. De casser les règles, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Ça peut... D'aller à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir et puis de ne pas s'attendre à quelque chose, je trouve ça plutôt sympa. Ça peut aider la cause adverse aussi, parce que ça a permis quand même à beaucoup de gens qui étaient opposés c'est vrai, de vous dénigrer. Vous pensez que vous êtes assez fort pour supporter ce genre de dénigrement? Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais. Mais ça se voit, je trouve. Vous avez l'air de vous en foutre complètement. Bah, il faut dire déjà... En fait, je le fais sérieux, quoi. Ouais. J'ai Oui, bossé non, mais avant. Bon, mais si j'ai envie de... Je faisais du roller à l'époque. Bon, Non, mais c'est bien ce que je dis. C'est que Voilà. t'as l'air les gens doivent... Oui, bah... Non, mais surtout, ce que vous avez dit, Arnaud, c'est qu'après tout, vous arriviez en roller, mais que Papon, lui, il arrivait en limousine avec un chauffeur et des gardes du corps aux frais du contribuable. Donc finalement, c'était... Et personne n'en était choqué. Voilà. Donc, bon... Ouais, ça, c'est sûr, c'est bravo, chapeau bas, parce que c'est vrai que ce combat là, il est aussi pour toute une communauté de gens, c'est vraiment une avancée, quoi. C'est quelque chose de très très important que cet homme puisse être puni aujourd'hui. Vous avez fait preuve de sagesse là-dessus. Apparemment. Ouais. Bah, c'est-à-dire, faut résumer tout ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, la condamnation de Papon était indispensable parce que si Papon n'était pas condamné, ça voulait dire que ce qui s'est passé hier pouvait se reproduire demain. Ok ? Papon n'était pas un super méchant non plus dans l'échelle du crime. Il était secrétaire général de la préfecture. Bon, il n'était pas Klaus Barbie. Il était en zone occupée, c'est-à-dire, il y avait les Allemands quand même. Tous les préfets ont arrêté des Juifs. Tous, sans exception. Tous. Bon, alors si tous l'ont fait, ils ont tous répondu aux ordres aussi du gouvernement.
Donc il faut quand même le juger dans le contexte de l'époque et pas dire comme tout le monde, oui c'est un monstre horrible et terrible. Non, c'est quelqu'un qui avait une bonne éducation, qui était dans les plus grands lycées, dans les bonnes écoles et tout ça, qui avait une perception du bien et du mal et qui a consciemment choisi d'accomplir ce qu'il savait être le mal. Et donc il devait être condamné parce que c'est une leçon politique, une leçon de morale politique pour les générations à venir aussi de futurs hauts fonctionnaires. Pour ce qui s'est passé hier ne se déroule pas demain. Ou pour que ça puisse peut-être empêcher que ça se repasse demain. Voilà. Bon, j'accueille maintenant notre dernier invité, Audrey Marnet. Bonsoir. Vous êtes devenue une des top modèles les plus photographiées du moment. Et pourtant, que vous étiez adolescente, vous trouviez trop mince et vous disiez que vous avez testé vos taches de rousseur. Ouais. Et pourquoi quand on est petit, de toute manière, on déteste toujours ce qu'on a, puisqu'on veut toujours mieux. Et les taches de rousseur, moi, je détestais ça. Et j'étais trop maigre parce que j'ai des parents qui mesurent. C'est vrai qu'on vous appelait la girafe? Ouais, grand cou et taches de rousseur, donc des petits surnoms sympathiques. Alors, vous avez commencé dans le métier de top modèle d'une façon complètement incroyable. Vous avez poussé la porte d'une agence de mannequins et vous êtes rentrée. Oui. Un jour, je suis montée à Paris pour aller voir mon père, puisque j'habitais à la campagne chez mes parents. Et je suis montée et j'ai fait « Bonjour, vous croyez que je pourrais faire des photos ?» Et on m'a dit « Non, vous êtes trop petite, trop de taches de rousseur, repassez quand vous serez plus grande. » Et je suis allée dans une autre agence qui s'appelle Viva. Et ils m'ont dit « Bon, on va essayer. » Et voilà. Et à 16 ans, ça a marché. Vous avez commencé en 95, donc le jour de vos 15 ans. Oui. Vous avez défilé pour Yohji Yamamoto. Exactement. Après, vous êtes revenu, vous avez travaillé pour Alexander McQueen. Oui, pour son premier défilé couture de Givenchy. Vous connaissez? Non, on se connaît pas. Vous ne connaissez pas tous les top modèles, finalement, alors? Non, vous voyez, comme quoi. Vous voyez, comme quoi votre réputation est presque usurpée d'une certaine façon. Voilà. Et en 98, vous avez élu donc meilleur top modèle de l'année au Trophée de la mode. Exactement. On va regarder Magnéto, Serge. La vainqueuse est... Mademoiselle Audrey Marnet. Bonjour Audrey. Alors très heureuse et je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé, mon agence Viva et Saïf mon booker et tous les gens qui m'ont soutenu depuis le début. Merci à tous. Alors, je vous ai invité ce soir parce qu'on va parler d'un sujet qui va sûrement révolter Dieudonné. La reproduction assistée, maintenant, n'est plus seulement réservée aux couples infertiles, donc, mais aux gens qui veulent absolument avoir des enfants, même s'ils peuvent en avoir. Simplement, ils veulent pouvoir choisir leurs enfants. Ils veulent choisir quel type d'enfant ils vont avoir. Vous êtes au courant de ce qui se passe? Oui, j'ai vu sur Internet qu'il y avait Ron Vous entendez Harris. ça, Diodo? Oui, ça me traumatise. Et c'était assez incroyable, puisqu'on tapait pour acheter des ovules de mannequins. C'est ça. Et on voyait des photos qui n'étaient pas vraiment géniales. Ah bon, les mannequins n'étaient pas bien? Non, et j'en connaissais aucune. On vend des ovocytes de mannequins sur Internet. Ouais. Et Donc je avant, il y trouve ça, avait des donneurs de sperme, hein. Maintenant il y a des donneuses Le prix Nobel. d'ovocytes. Évidemment, les gens, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir le cocktail... Mais c'est pour des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Non, c'est pour tout le monde. Maintenant, c'est... Voilà, vous voulez... alors chacun fait son cocktail, évidemment. On prenait un prix Nobel, un top modèle, et puis vous avez un enfant soi-disant parfait. C'est vachement grave, ça, non? Pas forcément d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de génie qui sont complètement débiles. Oui, c'est pas ce que dit le marchand. Oui, c'est Bernard Shaw qui disait, une jeune femme lui disait, pour avoir un enfant ensemble, imaginez-vous qu'il aime ma beauté et votre intelligence. Bah oui. Il a répondu, imaginez-vous que ce soit le contraire. Bah oui. Alors, ça peut être dramatique. Donc vous êtes au courant de ça? Oui, parce que je surfe beaucoup sur Internet. Mais je trouve ça un peu débile, puisqu'ils montrent des photos, et la fille, elle peut être sous régime depuis 15 ans, et elle est super mince, et alors ils achètent l'ovule, et la... Vous êtes au courant de ça, Arnaud? Si, j'avais lu ça, parce que c'était bien repris, ouais.
C'est dans l'ordre logique des choses, quoi. Ouais. Vous trouvez que c'est dans l'ordre logique des choses? Ouais, il n'y a pas de législation qui l'empêche, il n'y a pas de... Ça va se faire, on a fait la même chose avec les chevaux. Bon, si... Quoi? J'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était mal, quoi. C'est de l'eugénisme, quand même à nouveau, là, c'est de l'eugénisme. Ouais. Non, mais c'est pas légalisé, c'est un truc qui va être... Non, mais attendez, il n'y a pas de légalisé ou pas légalisé, Internet... C'est en vente sur Internet. Non, mais ça va se donc, savoir et puis ça va être interdit, c'est pas possible. C'est interdit, c'est comment vous l'interdisez? Internet, comment vous l'interdire? Cliniquement. Ça se passe comment? On fait 36-15 ovules. Oui, non, ça c'est médical. Maintenant, ça a changé. Ça a changé. Vous faites ovule.com. Les photos qui arrivent. Ouais. Ah, tiens, pas mal, machin. On commande un ovule. On reçoit l'ovule. On faisait une petite bout. Non, il y a pire que ça, je vais vous dire. Ça, c'était la semaine dernière. Là, il y a un nouveau truc maintenant, c'est qu'on n'achète plus d'un côté le sperme et de l'autre côté l'ovule, on peut acheter des embryons. Ah, tout fait? Tout fait. Un embryon de pépère avec... Alors, attendez, excusez-moi, c'est quoi le résultat de ça, en fait? Des enfants, ça fait des enfants. Non, mais Thierry, qu'est-ce qui utilise ça, vraiment? Est-ce qu'on sait ça? Des gens qui sont riches, parce qu'il faut être riche. Parce que moi, je pense qu'il y a peu de gens qui feront ça. Si aux États-Unis, il y en a 5000 par an déjà. Hein? Alors, c'est pas rien. Pour eux. Non, mais c'est pas possible que ça... Il n'y a pas de législation sur Internet, vous qui êtes avocat. Oui, non, mais je veux dire... Non, il n'y a pas de législation, mais c'est-à-dire si les gens veulent obtenir quelque chose, ils l'obtiennent. Bon, on peut commander un embryon, c'est clair, on commande un embryon. Non, mais on reçoit, il faut le... Je trouve qu'il vaut mieux adopter... Voilà, exactement, vous avez l'adoption. Les gens qui font ça, justement, s'ils adoptent un enfant, ça ne sera pas le fils d'un Nobel et d'un top modèle. Oui, mais bon, c'est... Eux, ils veulent des enfants, c'est ce que dit le type qui fait ça, l'ancien photographe de Playboy, qui s'appelle Ron Harris et qui fait ça sur Internet, donc, qui vend des ovules de top aux enchères. Il dit, il y a à travers le monde des gens qui ont l'argent et la réussite, mais à qui il manque cruellement la beauté. Je leur offre une chance. Non, parce que c'est pas bien, ça pousse pas le genre humain vers quelque chose de positif, quoi. Mais l'autre problème, c'est que ça existe. Donc comment l'empêcher? Voilà, c'est là où se résout et le nœud du problème, quoi. C'est ça. On fait de la sélection du genre humain, quoi. Ça se passe dans le monde occidental, dans un monde occidental qui n'a pas connu la guerre depuis 50 ans. C'est-à-dire que maintenant, bon, les gens sont habitués, dans un sens, dans le monde occidental blanc, à bien vivre. Plutôt, en 1930, quand il y avait la crise, ils crevaient de faim. Maintenant, ils ne crèvent plus de faim dans le monde occidental blanc, toujours. Alors qu'il y a 2 milliards de gens qui, eux, crèvent de faim. Donc, dans ce monde occidental, eh bien, les gens cherchent à avoir des enfants parfaits, plus beaux, plus grands, plus balèzes, plus... bon, alors, c'est une période de paix. Voilà, une période de guerre, il n'y aura pas les problèmes d'embryons. Bien. Bon, on va terminer l'émission avec un blind test. Donc là, tout le monde peut jouer, même vous, Michel, je sais que vous êtes fort en musique. Ouais, je vais essayer. Ouais. Là, ça va nous mettre tous d'accord. Hein. Là, ça va nous mettre tous d'accord parce que c'est celui qui va trouver qui aura gagné. Donc, c'est que des chansons avec Johnny dans le titre. C'est normal. Bien, alors, première chanson. Donc, tout le monde peut répondre. Il faut reconnaître la chanson dès les premières mesures. Clémentine, vous êtes concentrée? Non, ça va commencer. Ah, je crois que c'était ça aussi. Je me suis dit, oula. Ça, c'était dur, ça. Bien, Didier, premier morceau. Johnny, tu n'es pas un homme. Qui chante? Ne crois pas. Facile. Deuxième chanson. Ça remonte tellement, hein. Le titre de la chanson, il y a Johnny dans le titre. Hein. Johnny s'en va, non? Johnny est... Johnny s'en va, non? Johnny revient. Johnny revient. Non. C'est en anglais. Adieu Johnny. C'est en anglais, ça. C'est 2 prénoms. Il y a Johnny and... Johnny and Mary. Bravo. Clémentine, scénario Johnny and Mary. Troisième chanson, Didier, s'il vous plaît. Oh oui, Johnny, fais-moi mal, Johnny. Par qui? Magali Noël. Bravo. Très bien. Peu connu. Ah oui, très bien. En fait, pendant toute l'émission, elle s'est préparée à ce moment-là. Bien sûr, elle savait qu'elle avait un blind test. Ça y est, Clémentine. Quatrième chanson, Didier. Johnny Bigou. Par qui? On connaît ses classiques. On connaît ses classiques, David. Cinquième chanson. Johnny, fais-moi peur, non? On souffle pas. Jeanne Masse. Oui.
Johnny fais-moi mal. Vous avez dit qui? Fais-moi Jeanne Masse, mais que Johnny fais-moi. Non. Johnny. Bravo. Jeanne Masse. 6e chanson. Ça c'est dur. Oh là. Non. Ah. C'est un blague, ça s'appelle Johnny, tout simplement. Le titre, c'est pas Johnny. C'est pas les Fine Young Cannibals. Oui, bravo. Voilà, vous me sketchez là. Je faisais de la radio, je faisais Radio 7 à ce moment-là. Ah bon, dis donc. Fine Young Cannibals, bravo Clémentine. Voilà. Chanson numéro 7. Lulu Vendée, c'est toi. Oui, je viens ça, mais la chanson, c'est quoi? Il n'y a pas de Johnny dans le titre. Il y a Jojo. Bravo, la bande à Jojo. Bon, la dernière. Bravo. C'est joli ça. Dur. John, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quel est le nom du groupe, je veux? Nuit, je pense à toi. Le nom du groupe? Au moment où ça Oui, j'ai entendu là. Bravo, Vaya con Dios, bravo. On peut rallumer la lumière, bravo ma Clémentine, je crois que... Parfait. Un triomphe. Comme ça. Bien. Alors maintenant, on va... Hein, alors, il y a eu... Vous n'avez pas entendu ça? Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David a pour moi. Je suis ravi. Est-ce qu'il a remarqué que la base rythmique était extraordinaire quand même? Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David a pour moi. Il faut faire une reprise de ça. Non? Oui, oui. Sûrement. Bien. Alors après, il y a eu ça. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je te... Ah oui, j'adore cette chanson, vraiment. Et maintenant, il va y avoir ça. On y va? Bon, on y va. David Hallyday, pour toi. Qu'est-ce que tu cherches à me dire quand tu pleures seul dans le noir? Quand tu retiens ton sourire aussi loin de moi, lorsque tu t'en vas. Est-ce que tu cherches à connaître ce que je cache au fond de moi? Je pourrais faire disparaître les fantômes d'autrefois qui tournent autour de toi. Les fantômes d'autrefois qui tournent autour de toi. Pour toi, toi que j'ai dans les veines. Pour toi, qui est partout en moi. Pour toi, pour que tu te souviennes. Pour toi. J'ai arraché un bout de rêve qui dépassait un peu de toi. Je l'ai gardé comme une fièvre
Je l'ai attaché à moi, en souvenir de toi. Je l'ai attaché à moi, en souvenir de toi. Pour toi, qui coule dans mes veines. Pour toi, qui est partout en moi. Pour toi, pour que tu te souviennes. Pour toi. J'ai ramassé dans tes rêves un petit mot juste pour moi. Je l'ai volé dans ton sommeil quand tu murmurais tout bas. Reste auprès de moi. Pour toi, qui coule dans mes veines. Pour toi, qui est partout en moi. Pour toi, pour que tu te souviennes. Pour toi. David Hallyday, pour toi. J'ai donné à partir du 17 novembre 1999, au Théâtre de la Main d'Or. Ouais, est-ce que je peux dire un truc sur... c'est un peu cuculapraline, mais tant pis. Ouais. Moi, j'ai découvert David Hallyday. Je trouve Ouais. ça vraiment... Bah, moi aussi, Non, oui. mais pas ce qu'il fait, évidemment, en musique. Et j'aimais bien ce qu'il faisait avant, en anglais. Il y avait des titres que je trouvais chouettes. Mais parce que, je sais pas, je trouve qu'il a l'air très... sincère, enfin comment dire, vrai, et je trouve ça très chouette. Et donc, voilà, je voulais te le dire, voilà. Et, mais non, mais parce que c'est pas, je pense qu'il a dû en chier. Non, mais par rapport à ça, et ça, c'était vraiment agréable de le rencontrer. Voilà. C'est la première fois que je vous reçois dans une émission, je suis très content. Moi aussi, j'ai beaucoup appris ce soir. Hein. Il a appris tout ce que sa mère disait au moment, au moment de sa naissance, pourquoi il s'appelle David, etc. Évidemment, il ne savait pas vraiment. Et j'étais venue pour Dieudonné, en fait, c'est beaucoup, et j'ai découvert David. Voilà, je repars avec David, voilà. Merci, donc Clémentine, merci d'être venue. Bon, de rien. Michel Bulté, alors, mes amitiés à Jean-Tibéry. Et on lui apportera des oranges. Bientôt vont se fermer. Bien, Audrey, à bientôt. À bientôt. Vous êtes arrivée dans un débat un petit peu, Ouais, un petit peu, houleux, mais enfin, vous êtes tellement charmante. Et Arnaud Klarsfeld, alors, donc, il y a un bouquin qui est sorti il y a quand même un an, hein, au moins. Ouais, c'est pas moi qui lui ai demandé de l'amener. Hein. Non, mais attendez, je peux avoir envie de vous faire plaisir aussi. Il est très étonné parce que j'ai posé des questions sympas. Non, ça va. Ouais. La cour, les nains et le bouffon. Arnaud Klarsfeld, voilà. Merci à tous, c'était Tout le monde en parle. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.